Tout commence dans un monde où, il y a plus de 100 ans, des donjons sont apparus et ont apporté une ère dominée par les créatures. En guise d'adaptation, certains individus de l'humanité ont éveillé des capacités spéciales connues sous le nom de compétences. Sur ce, le protagoniste retient les vêtements d'un professeur et tente de lui expliquer que, s'il parvient à établir la technique d'ajustement, une seule capacité pourrait avoir de multiples usages. Et pour cela, il a besoin de la recommandation du professeur responsable. Le professeur prend alors le document et brûle ensuite tout bonnement la recherche entière sous les yeux du protagoniste. Le professeur dit au jeune homme que quelqu'un de son niveau n'a absolument aucune valeur et précise bien qu'il ne va pas perdre son temps à lire des absurdités écrites par un mage de basse classe. Le protagoniste est sous le choc en réalisant que dans cette société, la véritable mesure de la puissance d'un mage n'est autre que son parcours académique. Ceux qui sont nés avec de fortes capacités sortent des meilleures institutions et mènent une vie d'élite. D'un autre côté, ceux qui n'ont pas cette chance finissent ruinés et jetés à la rue sans aucun moyen de changer les choses. Avec cela, le protagoniste comprend enfin que c'est la dure réalité de ce monde. Le professeur affirme que la performance d'une compétence ne change jamais et que l'idée de l'ajuster est complètement absurde. Et il accuse notre garçon de vouloir détourner des fonds de recherche avec des idées superficielles. Après avoir déchiré le papier, le professeur se moque de l'idée ridicule de présenter les recherches de quelqu'un d'un niveau si bas lors d'une conférence, et ajoute qu'il serait plus digne pour lui de simplement mendier quelques pièces. Plus tard, la neige commence à tomber pendant qu'il se réfugie dans une ruelle sale et isolée de la ville. Tremblant de froid, le jeune homme essaie de se réchauffer par tous les moyens. Révolté, il frappe dans une poubelle, indigné que ces gens se permettent de dire tout ce qui leur chante. L'étudiant n'arrive pas à accepter qu'on ignore la valeur de sa technique, puisqu'elle donnerait une chance au mage sans talent de briller. Soudain, quelqu'un apparaît en se réjouissant d'avoir trouvé un souffre-douleur. C'étaient deux voyous prêts à s'en prendre à notre protagoniste. L'un d'eux frappe alors notre garçon de toutes ses forces. En le regardant tomber, l'un des agresseurs demande avec mépris s'il n'y a pas de problème à le frapper aussi fort. Le chef de l'attaque ignore cette inquiétude et affirme qu'un type en haillons, comme lui, n'a sûrement fait aucune étude, et ajoute que même s'il l'effaçait de la carte, tout le monde s'en ficherait. Sur ce, son complice approuve froidement la situation. Même mal en point et au sol, le protagoniste lève un regard chargé de colère. Et juste après, profitant d'une ouverture, il crée une sphère d'énergie bleue dans le creux de sa main. Le voyou remarque la magie et le provoque, demandant si le souffre-douleur veut vraiment essayer de répliquer. Son partenaire le prévient que si un minable comme lui défie des étudiants de l'université Tanjo, il ne pourra même plus vivre dans les ruelles. Retenant sa propre magie, le garçon jure de frustration face à cette menace. Le jeune homme sait très bien que vaincre des types comme eux serait un jeu d'enfant, s'il utilisait sa technique d'ajustement. Mais comme le statut académique est absolu, il dissipe sa magie en comprenant qu'il ne pourrait jamais défier l'élite. Sans autre alternative, le protagoniste s'enfuit de là le plus vite possible. Désespéré, il crie à l'aide en courant vers la rue. Il parvient enfin à sortir de la ruelle et supplie les passants d'appeler les autorités. Sur ce, une mère tire son fils vers elle et lui dit de ne pas devenir un raté comme lui, tandis que l'enfant promet de beaucoup étudier. À ce moment, le voix le ramène de force dans la ruelle et lui ordonne de ne pas fuir. Puis le jette violemment, lui faisant lourdement heurter la tête contre le mur. Le protagoniste s'effondre alors au sol, complètement inconscient. Réalisant la bêtise qu'ils viennent de faire, les agresseurs paniquent en pensant avoir commis l'irréparable et prennent la fuite. Le protagoniste reste étendu sur le sol, à bout de force, pendant que son énergie le quitte à petit feu. En serrant fort le poing, il se demande si ne pas être né avec du talent ou un bon dossier académique est vraiment une si mauvaise chose. Même face à toute cette situation, personne ne s'arrête pour l'aider. En voyant qu'il est traité comme un simple rat d'égout, il est indigné de subir un traitement aussi injuste, et finit par perdre totalement ses forces. Et sur le point de s'éteindre, il regrette de devoir finir dans un endroit aussi misérable. Soudain, le décor change pour une journée ensoleillée, où le protagoniste se repose adossé au tronc d'un arbre. D'un coup, il se lève en sursaut. Ensuite, il commence à regarder son propre corps, très confus en réalisant qu'il est encore de ce monde. Surpris par le paysage, le protagoniste reconnaît les installations et constate qu'il est à l'académie Tokinada. Et il en conclut que c'est exactement le même bâtiment où il a étudié, il y a 10 ans. Cependant, l'étudiant trouve tout cela très étrange, car il se souvient que la structure a été refaite il y a plus d'une décennie. Les yeux écarquillés, il commence à réaliser et se doute de ce qui lui est réellement arrivé. Ses pensées sont interrompues lorsqu'il entend une voix désespérée supplier quelqu'un d'arrêter. Ensuite, une autre voix agressive ordonne à la victime de se taire,
attirant l'attention du protagoniste sur l'agitation juste devant lui. Un peu plus loin, une fille sans défense est coincée par 3 élèves de l'école et les supplie de ne rien faire. Le chef du trio brandit une carte avec un sourire sadique, tout en jouant avec le désespoir de la fille. En montrant le document étudiant à sa propriétaire, le voix lui rappelle que sans ça, elle ne peut même pas s'acheter des miettes. En lui attrapant violemment les cheveux, il demande avec mépris si l'étudiante de récupérer sa carte. Effrayée par l'agression, elle crie et ferme les yeux lorsqu'elle entend qu'elle ne récupérera le document qu'après avoir payé ce qu'elle doit. L'élève continue de déborder d'arrogance, hurlant que les ratés de la classe Dunn n'ont pas de droits humains. Avant même de terminer sa phrase, l'agresseur est frappé de plein fouet au visage par un sort de lumière bleue. Sous le choc, il perd l'équilibre et est traîné sur le sol, tombant sur le dos devant tout le monde. Le complice est terrifié et crie le nom de son ami tout en courant vers lui pour l'aider. Les 3 se relèvent agacés, essayant de comprendre qui a tiré un projectile magique pareil. Toujours debout à côté de l'arbre, le protagoniste garde le bras tendu alors qu'il termine de lancer le sort. En remarquant l'origine de l'attaque, l'un des élèves pointe du doigt, choqué, et dit qu'il est impossible que quelqu'un tire d'aussi loin. Le chef s'essuie le visage, étourdi, affirmant que la limite d'un projectile magique est de 30 mètres, donc le garçon a dû utiliser une autre compétence. Kazuki commence à marcher vers eux et remarque avec soulagement que son corps n'a aucun problème. En analysant les fenêtres de statut de sa magie d'ajustement, le jeune homme constate que, bien que le projectile magique soit faible, sacrifier la puissance de feu pour maximiser la portée a résolu le problème. La fille au sol reconnaît son sauveur et l'appelle Shindo. Kazuki observe sa propre main enveloppée de magie et réalise que ses connaissances sont restées exactement les mêmes. Avec ça, le garçon comprend qu'il a enfin le pouvoir de changer les choses. Il se souvient de l'époque où ses recherches ont été rejetées simplement parce qu'il n'avait pas de dossier académique. En serrant fort le poing, le jeune homme conclut que ce saut dans le temps est l'occasion parfaite. Le protagoniste décide qu'il va atteindre le sommet de l'académie et changer définitivement cette vie misérable. Plein de détermination, Kazuki marche tranquillement en direction des voyous. Le chef du groupe se relève furieux et insulte le garçon sans comprendre cette attaque surprise. En regardant de plus près le nouveau venu, l'agresseur remarque qu'il n'est qu'un raté de la classe la plus basse. Le voyou se moque en appelant Kazuki le roi des incapables pour ne réussir à utiliser que la compétence la plus faible de toutes. Il menace de signaler l'attaque à l'école, assurant que quelqu'un de ce niveau serait renvoyé sur le champ. Shindo reconnaît le risque, mais lui demande s'il est sûr de vouloir faire ça. Sur ce, l'un des complices s'interroge sur la magie utilisée, tandis que l'autre ordonne d'en finir avec l'intrus. Le chef s'agace de cette audace, pensant que son adversaire a pris la grosse tête à cause d'un coup de chance. Cependant, en partant d'ici, l'étudiant promet de faire regretter Kazuki pour le reste de sa vie. Voyant que le chef s'éclipsait discrètement, les sbires décident de le suivre, laissant la fille derrière eux. Dans la salle de classe, un professeur crie de fureur en traitant tous les élèves de rebuts de la société. L'homme affirme qu'ils n'ont aucun avenir et qu'ils devraient s'estimer heureux d'assister à ses cours. Assis à son bureau, Kazuki entend qu'il devrait être plus reconnaissant pour cette opportunité. Le protagoniste regarde par la fenêtre et réfléchit au fait que même les abus de ce professeur lui rappellent des souvenirs nostalgiques. Il se souvient que l'académie est divisée en classes basées sur les compétences, la classe 2 étant la sienne actuellement. C'est la pire classe de toute l'école, et elle est considérée comme le fond du gouffre par les autres. Shindo sait qu'ils ne servent que d'exemple pour que les élites sachent ce qu'il ne faut pas devenir. Sur ce, le professeur remarque que notre protagoniste est distrait, et s'irrite de l'audace de l'élève à regarder dehors pendant l'explication. Décidé à donner une leçon, l'homme prévoit d'humilier le jeune homme devant tout le monde. Attirant l'attention de Kazuki, le professeur ordonne à l'étudiant de résoudre la question 5. Le garçon se lève calmement et s'arrête devant une équation géante au tableau. Le professeur s'amuse intérieurement, car il a utilisé une question d'université que même lui ne sait pas résoudre. En observant l'élève immobile, le professeur affirme que c'est la punition pour avoir manqué de respect à quelqu'un de l'élite. Il provoque le garçon en demandant s'il n'arrive pas à résoudre un problème aussi simple. Mais Kazuki coupe court à l'humiliation et répond directement que le résultat est 689. Le plus âgé panique en vérifiant le livre et en voyant que la réponse est tout à fait exacte, refusant d'accepter ce fait. Profitant de l'occasion, le protagoniste demande au professeur de montrer la résolution détaillée pour ses révisions. Le jeune homme fait cela exprès, conscient d'un détail important concernant le problème au tableau. L'université responsable de la question ne divulgue que le résultat des anciens examens et jamais les étapes de calcul. Kazuki rend le matériel à l'homme
et demande calmement si quelque chose ne va pas. Complètement piégé, le professeur bégaye et invente qu'il a mal lu pour masquer sa gêne. La colère ronge l'éducateur, qui n'accepte pas d'être ridiculisé par un élève de basse classe. Il jure mentalement de ne pas laisser cette humiliation impunie d'une manière ou d'une autre. Plus tard, tous les étudiants se rassemblent sur le terrain pour l'entraînement pratique. L'instructeur marche de manière imposante en amenant un invité pour le cours. Il annonce à la classe que le combat bénéficiera de l'assistance d'un élève de la classe C. Le professeur fait semblant de s'excuser d'utiliser le temps du garçon ici, tandis qu'Iwaki montre une fausse humilité. En maintenant son jeu d'acteur, le voix assure qu'il est reconnaissant de l'opportunité de guider ceux qui sont en dessous de lui. Ensuite, l'instructeur tourne son attention directement vers Kazuki au milieu du terrain. Sous prétexte que le garçon est le pire de la classe, l'homme exige qu'il reçoive un entraînement rigoureux. Shindo comprend parfaitement le piège et se contente d'approuver en faisant un pas en avant. En posant la main sur l'épaule de son allié, le professeur prévient qu'il s'agit d'un match éducatif. Avec un regard chargé d'arrière-pensée, il ordonne à l'étudiant de ne pas terminer le combat trop vite. Iwaki montre une excitation malsaine face à cet ordre et dit qu'il a compris le message. L'homme s'éloigne en espérant la perte du garçon, puisqu'il a secrètement ordonné de lui briser les membres. Il sait très bien qu'un raté sans argent ne pourrait jamais se payer un traitement décent. Le plan du professeur est d'envoyer Kazuki directement de l'infirmerie à la liste d'expulsion de l'académie. En regardant la scène, la classe murmure que c'est ce qui arrive quand un incapable essaie d'attirer l'attention. La fille qui a été sauvée plus tôt observe le combat sur le point de commencer avec beaucoup d'inquiétude. Iwaki s'approche avec mépris et demande s'ils peuvent déjà commencer la leçon. Le protagoniste garde un calme extrême et répond qu'il a hâte de combattre. Les combattants en position, l'instructeur lève le bras et donne le signal de départ. L'adversaire active sa magie défensive et recouvre la moitié de son corps d'une épaisse armure de pierre de niveau 1. Le voyou s'avance en affirmant qu'un bon à rien avec juste un projectile magique doit être remis à sa place. Sans se laisser déstabiliser, Kazuki approuve calmement ce commentaire offensant. Iwaki court vers lui, confiant que sa défense ne serait jamais percée par une magie aussi pathétique. Le protagoniste pointe son index et prévient que son adversaire ne devrait pas en être si sûr. Il concentre rapidement l'énergie au bout de son doigt, préparant un tir lumineux. Pris de fureur, l'agresseur lance un coup brutal en hurlant au nouveau de disparaître pour de bon. Le jeune homme sait que les performances d'une compétence devraient être exactement les mêmes, peu importe l'utilisateur. Les attributs comme la force, la portée et la vitesse sont déjà prédéterminés et verrouillés par le système. C'est pour cette raison que la quantité et le type de magie de naissance sont les seules choses qui comptent. Le doigt brillant, le garçon admet que le grand gaillard a tout à fait raison dans sa logique. En voyant le point de pierre arriver de très près, Kazuki comprend qu'un projectile magique ordinaire ne ferait absolument rien. Cependant, il active sa technique d'ajustement pour réduire la vitesse à zéro et transférer les ressources vers la puissance destructrice. Le garçon se rappelle comment le talent a tendance à dicter qui dirige et qui souffre dans ce monde cruel. En accumulant toute l'énergie en un seul point, Shindo libère un sort concentré dévastateur contre son adversaire. Sous l'impact brutal, l'armure de pierre vole en éclats et le voyou s'effondre lourdement sans rien comprendre. Sa défense absolue tombe en poussière, tandis que le grand gaillard est projeté sur le dos au sol. La magie fumant encore dans sa main, Kazuki annonce qu'il va détruire le bon sens de cette académie. Plus tard, de retour en classe, l'atmosphère est lourde et tous les élèves dévisagent le nouveau. Il remarque les regards et en conclut qu'il a fini par attirer un peu trop d'attention sur le terrain. Mais comme il ne lui reste qu'un an avant d'obtenir son diplôme, le garçon comprend qu'il ne doit pas se soucier des apparences s'il veut monter en classe. Sur ce, la fille qu'il a sauvée plus tôt s'approche avec son déjeuner et demande si elle peut manger avec le protagoniste. Pendant ce temps, à la cantine, un bol avec de la nourriture de très mauvaise qualité est montré et quelqu'un fait remarquer à quel point la classe inférieure souffre. Un groupe d'élèves de l'élite entoure un garçon de la classe D, se moquant du fait qu'ils n'ont pas assez d'argent de poche pour manger correctement. Dehors, sous la pluie, plusieurs élèves de la pire classe sont forcés de s'agenouiller sur le sol mouillé. Le chef des oppresseurs pointe son doigt vers leur visage, affirmant que les incapables doivent juste obéir à l'élite en silence. Cependant, avant même de terminer sa phrase, le voix se prend un tir lumineux en plein dans l'entrejambe et hurle de douleur. L'agresseur s'effondre dans la cour en agonisant, tandis que ses amis sont complètement choqués par l'attaque. Caché au loin, Shindo garde le bras tendu et se félicite que sa visée n'est pas rouillée en ajustant la portée du projectile. Le jeune homme sait que les compétences communes ont des variations infinies si elles sont bien modelées, et avec ça, il va dominer l'école. À côté de lui, la fille s'inquiète et le met en garde contre le danger qu'il découvre ce tir magique.
Tranquille, le protagoniste lui demande de garder le secret et assure que personne ne soupçonnera le gars avec la pire magie de l'école. Avec ses gêneurs hors du chemin, il suggère qu'il mange enfin, et la fille accepte timidement. Les deux s'assoient à l'ombre d'un grand arbre en profitant de la paix de la pelouse. Pendant qu'ils mangent, elle brise le silence et le remercie de l'avoir sauvé la veille. En croquant dans son repas, Kazuki lui demande de ne pas s'inquiéter, car il a simplement agi de son plein gré. Il demande si c'est pour ça qu'elle s'est approchée, la prévenant que traîner avec lui pourrait attirer l'attention indésirable des anciens. La jeune fille détourne le regard, gênée, admettant qu'elle devait le remercier comme il se doit. En mâchant sa nourriture, le garçon commente que l'attitude de sa camarade est très polie. Intérieurement, le protagoniste se rappelle qu'ils ne se sont jamais parlé à l'école, ne connaissant la fille qu'après la remise des diplômes. Dans sa vie passée, alors qu'il faisait des recherches sur les ajustements, il a lu des choses sur diverses compétences variées. À l'époque, Kagami fut l'une des rares porteuses de dons rares à l'aider dans son projet. De retour au présent, Shindo change de sujet et mentionne l'examen pratique en duo de la semaine prochaine. L'étudiante acquiesce et confirme la date de l'événement scolaire. Il va alors droit au but et l'invite à faire équipe, prenant la fille par surprise. En observant sa réaction, le garçon se souvient que les compétences ne s'éveillent pas tard, donc elle doit déjà posséder son pouvoir rare. La fille ne comprend toujours pas l'invitation, et Shindo décide d'expliquer la raison de son choix. Sans détour, le protagoniste révèle savoir que sa camarade possède la magie du mauvais œil de Stase. Kagami est immédiatement sous le choc, se demandant comment il a découvert son plus grand secret. Il ignore la question et explique que c'est une série de pouvoirs rares, trouvant étrange que quelqu'un comme elle soit dans la classe D. Calmement, le jeune homme lui tend la main pour sceller sa proposition d'alliance. Shindo assure qu'avoir quelqu'un avec ses capacités à ses côtés serait extrêmement rassurant. Cependant, la fille baisse la tête, triste, et avoue que, malgré sa magie, elle est une ratée avec seulement 2 pouvoirs. Le jeune homme comprend cette frustration, puisque le nombre de compétences à la naissance dicte l'évaluation d'un mage pour le reste de sa vie. Il complète son raisonnement en rappelant que la moyenne normale des magies d'une personne est généralement de 4. En essayant de lui remonter le moral, Kazuki se montre du doigt et rappelle qu'il n'a qu'une seule compétence, et la plus faible de toutes. L'étudiante admet avoir caché son propre don parce qu'elle avait très peur des attentes élevées des autres personnes. En serrant fort sa jupe, elle confie que la rareté n'a pas d'importance, si sa limite se résume à 2 sorts. Le souvenir d'autres élèves, la traitant de bonne à rien, lui revient en tête, et la fille révèle sa peur que tout le monde pense la même chose. Complètement peu sûre d'elle, Kagami se recroqueville, en avouant sa peur d'essayer de faire de son mieux pour finir écrasé par la réalité. Le protagoniste écoute ses confidences en silence, et prévient qu'il compte passer directement dans la classe B lors de la prochaine épreuve. Gardant la main tendue, il réitère son invitation, et demande une fois de plus si elle veut l'accompagner. Sans attendre de réponse, le garçon annonce déjà que le plus grand obstacle du test sera les conglomérats. Kagami ne comprend pas le terme, et Shindo explique que leur classe n'est jamais conviée, d'où son ignorance. Il détaille que ces groupes sont formés par des étudiants déterminés à monopoliser les meilleures notes de l'année. Le jeune homme révèle que lors des épreuves écrites, les membres coordonnent des fraudes massives pour que tous réussissent sans effort. Quant aux tests pratiques, ils arrangent les résultats des combats à l'avance pour s'assurer des points élevés. La fille trouve ça absurde et s'interroge sur les règles, mais Kazuki prévient que leur chef soudoie probablement les professeurs. Dans l'esprit du garçon, la silhouette du roi des conglomérats apparaît comme le seul capable de monter une combine de ce niveau. Il en conclut que presque tous les élèves des classes supérieures font partie de ce petit clan. Effrayée, la fille constate que même si l'épreuve se fait en duo, ils vont devoir affronter des dizaines d'ennemis unis. Mais le protagoniste affiche un sourire plein de confiance et affirme qu'il a déjà un plan prêt pour ça. Loin de là, un élève désespéré court vers le bâtiment scolaire en appelant à l'aide. Il trouve un groupe dans la cour et supplie pour attirer l'attention d'un jeune homme roux nommé Nio. Sans pitié, l'informateur reçoit un coup brutal au visage avant même de pouvoir signaler l'attaque aux membres du conglomérat. Avec ce coup lâche, le garçon s'effondre au sol, la bouche en piteux état. En faisant craquer ses doigts, l'agresseur affirme qu'il ne perdrait jamais son temps à gérer les rebuts de la classe D. Tremblant de douleur et de peur, l'élève à terre s'excuse en bégayant. Le roux tourne le dos à la victime et ordonne à ce bon à rien de ne plus jamais lui dire ce qu'il doit faire. En faisant quelques pas en avant, le chef s'intéresse au potin et murmure le nom du protagoniste. Avec un sourire sombre, le voyou décide que si le nouveau continue de tenter le diable, il ne pourra plus l'ignorer. Cela parce que Nyojin est le 4e meilleur élève de la classe. Et porte le titre de roi de toute cette académie. Le jour de l'examen, tous les étudiants se rassemblent, anxieux, devant un gigantesque portail argenté. Une instructrice prend les devants et annonce le début officiel de l'entraînement pratique.
La femme explique qu'ils devront terminer le donjon en combattant avec leur duo préalablement enregistré. En pointant du doigt le grand portail bleu, elle détaille que chaque créature abattue rapportera un score selon son type. La règle est claire, les points de la créature vont directement à l'élève qui réussit à porter le coup de grâce lors du combat. À la fin du test, les notes individuelles seront évaluées en fonction du total combiné du duo choisi. En entendant cette explication tendue, les élèves déglutissent, prêts pour le carnage à l'intérieur. Sur ce, l'instructrice lève les bras au ciel et décrète enfin l'ouverture du grand examen pratique. Juste après l'annonce, les élèves s'élancent en courant désespérément vers le portail bleu du donjon. La précipitation est telle qu'une camarade finit par bousculer violemment Kagami pendant la course. Avec le choc, la fille perd l'équilibre et tombe, tandis que quelqu'un crie agacé à Kazuki d'avancer plus vite. Sans perdre de temps, le garçon tient la main de sa partenaire au milieu des agresseurs qui insultent leur classe. Un peu en retrait, un trio d'élèves de l'élite s'avance tranquillement en se frayant un chemin sur la pelouse. Ils marchent d'un pas ferme et s'arrêtent intentionnellement juste devant l'entrée brillante de l'événement. Le groupe forme une barrière humaine, imposante, empêchant les pires élèves de participer à l'examen. En observant la scène, le protagoniste remarque que l'élite a créé un mot de passe interne uniquement pour laisser passer ses alliés. Il en conclut que tout concurrent en dehors de ce petit groupe sera bloqué à l'entrée sans pitié. Le temps passant vite, les exclus commencent à se plaindre, terrifiés à l'idée d'être laissés pour compte. Effrayés par la situation, l'étudiante craint qu'ils ne perdent trop de points s'ils restent immobiles ici. Mais son partenaire garde un calme olympien et la prévient qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour ça. Débordant de confiance, Kazuki préfère laisser toute cette foule stressée entrer en premier. Le nouveau comprend que les meilleurs élèves du système spécial ne participent pas à cette évaluation. Sans la menace de Nyojin dans les parages, Shindo assure avoir un moyen très simple de résoudre le problème. Une fois le chemin dégagé, le trio d'imbéciles décide qu'il est enfin temps d'entrer dans le donjon. Ils traversent l'énergie du portail en courant côte à côte vers le champ de bataille. Voyant la confusion se dissiper, le garçon constate que les ennemis ont enfin avancé. L'entrée libérée, le duo marche lentement et franchit la barrière argentée en toute tranquillité. De l'autre côté de la dimension, les partenaires font face à un décor de forêt dense et très silencieuse. Kazuki regarde la fille et décide qu'ils vont maintenant suivre le plan convenu précédemment. Rapidement, Kagami active sa magie de radar de niveau 2, créant un énorme dôme violet tout autour. Sur ce, le mage pose la main sur son dos et active sa technique secrète d'ajustement en silence. Intérieurement, le jeune homme commence à sacrifier la précision et le temps limite de la compétence de détection. En utilisant les ressources mises de côté, il étend violemment la zone de couverture à des distances extrêmes. La fille est choquée et impressionnée de sentir sa perception de l'espace augmenter de façon absurde. Elle a toujours appris que la performance d'une compétence de naissance ne s'améliore qu'en montant son propre niveau. Pour l'étudiante, c'est la connaissance absolue qui régit la vie de tout mage de ce monde. Cependant, la jeune fille déglutit en réalisant que la technique modifie la structure magique sans changer son rang. Le partenaire retire sa main de l'épaule de sa collègue et laisse la fille émerveillée par cette manipulation de pouvoir. En observant son camarade, elle prend peur en imaginant le danger si l'école entière découvrait ce don. Si ce secret venait à fuiter, les lois définitives de la société des mages seraient détruites à tout jamais. Totalement concentré, le protagoniste claque des doigts, invoquant à nouveau son puissant ajustement personnel. Le garçon réduit à 0 la capacité offensive du projectile magique et diminue la vitesse pour se concentrer sur la portée du sort. Une fois la modification effectuée, une petite sphère de lumière jaillit de son doigt et flotte immobile dans les airs. Il crée des dizaines de ces sphères lumineuses pour former un chemin brillant jusqu'au sommet du ciel sombre. Sans hésiter, le jeune homme pose le pied sur l'une des balles, utilisant l'attaque comme un appui très solide. Prenant de la vitesse, Kazuki saute de plateforme en plateforme dans une course agile vers les hauteurs. Kagami regarde, bouche bée, la créativité surréaliste d'utiliser les tirs comme des marches pour escalader les airs. En effaçant toute la puissance de feu de la compétence principale, les sphères deviennent des structures parfaites pour grimper. Pour fournir un soutien rapide, la fille manifeste le convoité mauvais œil de Stase directement sur son propre visage. Immédiatement, le corps entier de son collègue est paralysé, figé au moment d'un saut périlleux. Ce don rare de l'élève lui permet de verrouiller instantanément n'importe quel objet qu'elle regarde fixement. Bien que le sort échoue contre les êtres vivants, la compétence agit en collant les chaussures de la cible dans l'espace. Avec ses chaussures collées à la gravité, le protagoniste parvient à rester immobile à plusieurs mètres de l'herbe. Arrêté tout là-haut,
Il admet l'impossibilité totale de tirer correctement tout en créant autant de plateformes. Maintenant stabilisé, le mage réduit les dégâts des attaques et transfère toutes les ressources vers la distance finale. Positionné au sol, l'étudiante scanne la forêt et crie l'emplacement exact de 3 cibles proches. Satisfait du marquage précis de sa partenaire, Kazuki loue l'excellent travail d'équipe de la fille. Transformant le bout de son doigt en un fusil mortel, le nouveau tire de violentes rafales de lumière en visant le sol. Les faisceaux bleus déchirent le vent et détruisent des monstres de pierre et des créatures volantes à une vitesse extrême. Remarquant les chutes successives, le garçon se réjouit de nettoyer rapidement les 3 premières menaces de la carte. Se posant en douceur sur le sol, il suggère de changer de zone de chasse rapidement et sa partenaire accepte avec enthousiasme. Peu de temps après, le duo trouve un tas d'élèves des classes faibles évanouis dans une zone dégagée. À la surprise du protagoniste, le trio d'imbéciles qui bloquait le portail observe les victimes tomber là. En voyant les nouveaux arrivants, les agresseurs attaquent en lançant des canons de terre et de lourds éclairs électriques. Agissant par réflexe, Kazuki tire sa partenaire, en l'avertissant de la dangereuse attaque frontale concentrée sur eux. Le chef du groupe se moque méchamment, en affirmant qu'il connaissait déjà la direction exacte de l'esquive du nouveau. En voyant l'énorme sort continu changer de direction, Kagami panique et crie à l'aide. La gigantesque sphère de terre massive fend le champ de bataille en tournoyant impitoyablement vers le dos du garçon. Gardant sa concentration sur sa main tendue, le vétéran lance toute la force du sort en ordonnant à son adversaire de faire ses prières. Le lourd rocher explose violemment contre la pelouse, projetant des éclats dans toutes les directions. Intact dans la fumée, le nouveau se moque que la magie ait manqué sa cible de 3 cm en se basant sur la portée standard. Le chef du trio commence à transpirer à grosses gouttes, doutant que ce raté connaisse réellement les mesures de son attaque. Les sbires paniquent, affirmant qu'il est impossible pour quelqu'un de mémoriser les compétences des autres. Sans logique apparente, l'agresseur hurle de désespoir, attribuant cette esquive parfaite à la simple chance de sa cible. Dans son esprit perturbé, le vétéran repense au cauchemar d'affronter un mage spécialiste des statistiques. Tremblant à cause de ce choc mental, le Wu refuse totalement d'accepter l'existence d'un tel génie. Brisant ce lourd silence, Shindo déduit que cette union de vétérans n'a été faite que pour chasser les plus faibles. En pointant son doigt droit, Kazuki souligne qu'il n'avait pas la moindre intention initiale de nuire à d'autres équipes. Cependant, il invoque sa technique lumineuse d'ajustement et promet de rendre l'appareil. Poussé par son instinct de survie, le chef canalise son mana pour tenter d'ériger une épaisse armure de pierre. Mais le protagoniste raccourcit la fenêtre de réaction du vilain en préparant rapidement un tir offensif très rapide. Avant que la défense rocheuse ne soit complètement levée, la balle de lumière frappe le front de cet individu, le mettant KO. En marchant parmi les agresseurs à terre, Kazuki explique qu'il a divisé le tir en 4 parties avant de tirer et que l'impact n'aurait pas dû les assommer. En regardant en arrière, le protagoniste rappelle qu'ils ont aussi un examen important à passer. Sur ce, le duo s'éloigne, tandis que Shindo suggère que les vétérans se protègent des monstres par eux-mêmes. Tombé au sol, le chef reprend un peu conscience et est confus par la mention de l'épreuve. Saignant du front, le vétéran se moque, disant que l'évaluation de ce duo de nouveau est terminée depuis bien longtemps. Il révèle que les étudiants des classes supérieures ont probablement déjà rassemblé tous les monstres au même endroit pour monopoliser la chasse. Le plan des conglomérats est de permettre aux seuls étudiants affiliés de se partager les créatures pacifiquement entre eux. Totalement convaincu, l'agresseur garantit que les moindres points que ces ratés auraient pu obtenir lors de l'examen sont de l'histoire ancienne. Selon le vilain, les scores n'existent plus nulle part dans ce donjon d'entraînement. En entendant cela, Kagami serre les poings d'indignation et commence à comprendre la gravité de la situation. La fille regrette profondément, avouant qu'elle avait vraiment cru pouvoir changer les choses en étant aux côtés de Shindo. Mais le vétéran s'appuie péniblement sur le sol et insulte le duo, affirmant qu'il est impossible pour des déchets de classe inférieure de changer de vie. Immédiatement, un autre tir magique bleu touche l'individu en plein visage pour le faire taire. Avec son doigt encore levé et fumant, Kazuki demande à sa partenaire de ne s'inquiéter de rien de tout cela. Affichant une confiance absolue, le mage assure que jusqu'à présent, tout se déroule parfaitement selon ses calculs. Kagami demande s'ils peuvent vraiment faire quelque chose face à toute cette situation, et Shindo répond qu'il suffit d'exploiter la faille du système ennemi. Confuse, l'étudiante se demande quelle serait exactement la faille de ce plan de fraude massive. Le protagoniste explique qu'avoir plusieurs étudiants ensemble semble génial en théorie, mais que tout s'effondre facilement si une certaine condition est brisée. S'arrêtant au bord d'une falaise rocheuse, Kazuki évalue les lieux et décide que c'est la position parfaite.
En bas, des dizaines d'étudiants de l'élite sont rassemblés dans une zone dégagée pour massacrer les monstres piégés. En observant la scène, la fille constate que leurs défenses sont impénétrables et qu'il n'y a aucun moyen d'attaquer de front. Cependant, son partenaire s'accroupit au bord de la roche et est en total désaccord avec la théorie de sa collègue. En concentrant une forte lumière bleue au bout de son doigt, il prévient que le coup pour détruire la stratégie adverse est prêt. Sans hésiter, le garçon tire un long rayon d'énergie brillante droit vers le champ de bataille dans la forêt. L'attaque fend l'air et frappe de plein fouet l'un des monstres encerclés, volant l'élimination sous le nez de tout le groupe d'élite. Les vétérans ont une énorme frayeur en voyant la créature être détruite de nulle part dans leur dos. Regardant autour de lui sans comprendre, l'un des garçons pointe frénétiquement vers le sommet de la falaise pour alerter les autres. Le groupe reste incrédule face à une attaque d'une précision aussi redoutable venant d'une distance si absurde. Concentré sur sa cible, le protagoniste sait que plus il augmente la portée par l'ajustement, plus la force et la vitesse de sa magie s'effondrent. Même ainsi, Kazuki comprend que les dégâts restants sont plus que suffisants pour achever les créatures déjà affaiblies par l'élite. Désespérés sur le terrain, les vétérans réalisent que le nouveau venu va voler tous les points s'il n'est pas arrêté immédiatement. Pour tenter de sauver sa propre note, un autre élève suggère qu'il court chasser les créatures eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Agacé par cette rupture d'alliance, un garçon assène un coup de poing magique à son collègue en l'accusant d'essayer de garder toute la récompense pour lui. Voyant cette lâche agression, un troisième membre tente d'intervenir en rappelant que ce n'est pas le moment de se battre. Mais la panique s'est déjà emparée du conglomérat, et tous les étudiants commencent à s'attaquer violemment avec des magies incontrôlables. En tirant d'autres coups de loin, le mage rappelle que cette faction a été créée pour que tout le monde coopère en quête de bonnes notes. Il est certain que pour qu'une telle combine fonctionne bien, il faut qu'il y ait suffisamment de profits à distribuer. Cependant, si les alliés se retrouvent dans une situation où les récompenses ne suffisent tout simplement plus à satisfaire tout le monde en même temps, le système va inévitablement se retourner contre lui-même dans une tentative désespérée de protéger son propre quota de points. En observant le carnage en bas, Kagami est émerveillé de voir comment son partenaire a manipulé autant d'adversaires sans effort. Impressionnée par son intelligence, la jeune fille n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi génial ait pu être dans la pire classe de l'école pendant tout ce temps. De retour sur le terrain, la bagarre incontrôlable continue jusqu'à ce qu'un des élèves soit soudainement attaqué par derrière et projeté violemment au sol. Effrayés par le bruit terrifiant, les autres membres du conglomérat se retournent sans comprendre cette attaque surprise. Dans un état de choc extrême, l'un des vétérans reste paralysé de terreur face à la nouvelle menace qui a surgi dans l'obscurité. Des ombres de la forêt, un ours géant aux yeux rouges brillants et à l'aura sinistre apparaît, prêt à massacrer les adolescents. Le désespoir envahit les élèves qui commencent à hurler de terreur, tandis que Kagami prend peur, elle aussi, en haut de la montagne rocheuse. Visiblement agacé, Shindo claque la langue, regrettant que ce monstre énorme soit apparu en plein milieu de son plan. En fixant la bête, le protagoniste remarque rapidement que la présence de cet animal est complètement différente de toutes les autres proies. Avec un rugissement assourdissant de fureur, l'ours monstrueux se révèle être une force brutale impossible à gérer. La sauvagerie est si intense que le système électronique diffuse une alerte générale d'urgence concernant l'intrusion d'un monstre irrégulier. Immédiatement, le message demande aux élèves de fuir, car les professeurs les mieux armés sont déjà en route vers la dimension. En voyant l'avertissement lumineux, l'étudiante comprend immédiatement la véritable gravité de croiser la route d'une telle aberration. Son partenaire explique calmement que ces bêtes apparaissent à la suite de mutations soudaines dans les donjons d'entraînement continu. Il en déduit que l'animal a survécu aux chasses précédentes des instructeurs et a grandi à l'abri dans le noir jusqu'à subir une transformation totale de son corps. Selon Kazuki, le niveau de puissance destructrice de cet ours dépasse de loin n'importe quel obstacle que l'Académie a prévu pour l'examen officiel. Tournant le dos à la falaise avec un visage sérieux, le garçon prévient sèchement qu'il n'a pas la moindre intention de jouer au héros honorable. Cependant, il reporte rapidement son regard sur la bataille, avouant ne pas pouvoir rester les bras croisés et regarder ces gens subir un massacre. Inquiet pour son bien-être, le nouveau conseille à sa coéquipière de très bien se cacher là-haut jusqu'à ce que la cloche sonne. Là-bas, sur la pelouse marquée par l'affrontement, la bête sème la terreur et une douleur aveugle, même si elle ne rapporte de points bonus à personne dans ce scénario. Décidé à intervenir à fond, Shindo saute courageusement du précipice en annonçant que ce combat n'a désormais plus de règles scolaires. Pendant sa dangereuse chute libre, il souligne à haute voix qu'il ne pouvait pas amener sa collègue au milieu de cette zone de carnage imminent. En voyant son seul ami plonger tête première dans l'abîme, la fille aux cheveux violets tend le bras, le suppliant, totalement angoissé. Dans la sombre clairière de la forêt, des cris hystériques résonnent,
ordonnant à tous les blessés de fuir les lieux pour sauver leur vie. Les anciens chasseurs de l'élite courent en larmes et trébuchent dans une panique authentique, tandis que l'ombre monstrueuse continue de recouvrir les hautes herbes. Implacable et affamé, l'irrégulier exhibe ses crocs venimeux en rugissant sans fin avant de se lancer à la poursuite des étudiants, sans défense et lent. Avec son corps plongé dans une fureur animale, il charge lourdement vers l'un des malheureux qui n'a pas supporté de courir et s'est effondré au sol. Complètement incapable de réagir, la proie blessée reste placée face à une fin certaine jusqu'à la dernière seconde, quand la voix salvatrice invoque son activation magique. En pointant fixement son doigt lumineux en l'air, le protagoniste enlève toute la vitesse du projectile et se concentre entièrement sur l'augmentation de la force de ce mana bleuté. Atterrissant comme une encre vivante entre l'anéantissement et la victime, il brûle ses dernières ressources de structure pour imposer une nouvelle utilité au projectile original. Le tir de base s'aplatit rapidement, s'étendant en un bouclier protecteur résistant en forme de disque parfait qui bloque l'avancée redoutable au moment exact du choc final. Sauvé par la barrière qui est apparue par magie juste devant son visage, le raté qui se moquait avant reste bouche bée, sans comprendre cette miraculeuse intervention divine. Ceux qui suivaient la poursuite s'arrêtent net, bloquant leurs talons dans une admiration totale devant le fait qu'un simple bond à rien freine toute cette horreur ambulante géante. Derrière la défense lumineuse, le garçon serre les dents en sentant les glyphes racler méchamment contre la barrière et remarque aussitôt que les os de tout son bras s'engourdissent. Malgré le danger étouffant qui lui écrase les membres, le stratège fait preuve d'un sang-froid total, admettant avec satisfaction que le danger ici dépasse de loin tous les monstres ordinaires de classe. Sans perdre son élan bestial, l'animal furieux reprend son souffle et lève sa patte lacérante dans un arc impitoyable, déterminé à anéantir cet humain insolent et irritant. Enragé par la barrière, l'ours attaque brutalement le bouclier de lumière pendant que le jeune homme tente d'encaisser le choc. En voyant la bête charger à nouveau, le mage est surpris par la vitesse absurde de cet animal énorme. Sans perdre de temps, il prépare rapidement sa technique d'ajustement en concentrant l'énergie dans ses mains. Tirant juste après, le protagoniste lance un projectile magique configuré pour une pénétration maximale. Mais le rayon bleu ne fait qu'effleurer l'épaule du monstre, causant une blessure très superficielle. Furieux de cette attaque, l'animal aux yeux rouges grogne en fixant sa petite proie. Shindo réalise que, même ajustée, sa magie de base n'a pas assez de puissance de feu pour abattre la cible. Profitant de l'ouverture, le géant avance en assénant un coup lourd avec ses griffes. Le garçon esquive de justesse, déduisant que même un tir à bout portant ne résoudrait pas le problème. Repoussé par l'impact de la charge, il admet que ce combat va demander beaucoup d'efforts. Sur ce, le nouveau esquive un autre coup violent et décide de parier sur une stratégie plus risquée. Gardant son calme, Kazuki pointe son doigt brillant directement vers le visage de son adversaire. Très confiant, le stratège est certain que frapper un point vital causerait de beaux dégâts. Sans hésiter, il tire un rayon concentré directement dans l'œil de la créature colossale. L'impact précis fait hurler l'aberration de douleur tandis qu'elle recule, étourdie par la blessure. En atterrissant en sécurité, le mage remarque que le tir a fonctionné, mais a causé bien moins de dégâts que prévu. Totalement aveuglé par la douleur, la bête charge avec une fureur implacable, renversant tout sur son passage. Le protagoniste évalue la charge, trouvant complètement inutile une attaque motivée uniquement par une rage instinctive. Mais le garçon remarque du coin de l'œil que le vétéran blessé est toujours jeté juste derrière lui. Constatant cette erreur tragique, Kazuki en déduit que s'il esquive ce coup fatal maintenant, son collègue sera écrasé à sa place. En regardant l'ombre gigantesque, le mage sait qu'il n'a pas le temps de reconfigurer l'énergie en un bouclier défensif. Sans aucune voie de fuite viable, le stratège croise les bras, prêt à encaisser les dégâts de manière non létale. Cependant, Kagami entre en action en hurlant et en activant le pouvoir de restriction de son rare mauvais œil de stase. Le choc colossal soulève un épais rideau de poussière pendant que le jeune homme regarde, intact, le coup figé. Profitant de cette défense miraculeuse, le nouveau concentre sa force et repousse au loin la lourde patte de l'animal. Courant pour reprendre ses distances, il entend sa partenaire appeler son nom au milieu de la confusion générale. Shindo voit la fille haletante et comprend qu'elle a utilisé la stase pour geler le tissu de son uniforme afin de s'en servir d'armure. Avec un regard incroyablement déterminé, l'étudiante annonce qu'elle va se battre à ses côtés pour arrêter d'être une lâche passive. Satisfait du courage de la jeune fille, Kazuki rappelle sur un ton plaisant qu'abattre ce monstre ne rapporte aucune note. Même ainsi, Kagami ne recule pas et garantit qu'elle ne fuira pas sans essayer d'aider à leur survie. Restant prudente, la fille propose qu'il se contente de retenir le monstre ici jusqu'à ce que les instructeurs de l'école arrivent. Mais son partenaire avance à pas lents
et demande la permission de corriger un détail de ce plan conservateur. En pointant sa main brillante vers l'ennemi, le protagoniste assure qu'il n'entre jamais dans un combat sans être sûr de la victoire. Sentant la magie palpiter dans ses veines, il se réjouit du fait que son don naturel a atteint l'évolution espérée. Soudainement, une aura dense et oppressante de flammes bleues explose en balayant le décor environnant. La lumière agressive se concentre sur ses doigts, révélant que son modeste projectile magique a officiellement atteint le niveau 2 de destruction. Choqué par cet éclat aveuglant, sa partenaire constate que tous ses tirs ont toujours fait partie de la classe la plus faible du sort. Impressionnée par ce miracle en direct, elle a du mal à croire que son collègue a monté de niveau sous la pression d'un tel carnage. Kazuki explique tranquillement qu'il a passé toute sa vie à déchiffrer les méthodes cachées du système de puissance. Selon lui, affronter des adversaires extrêmes et comprendre ses propres capacités accélère n'importe quel éveil bloqué. Ce génial mage atteste qu'associer ces deux facteurs cruciaux force n'importe quelle structure génétique à monter en grade. Les paramètres de base étant multipliés, le nouveau prévient qu'il peut déposer toutes ses réserves de mana directement dans la capacité fatale. En combinant cette accumulation pure avec sa technique d'ajustement précis, le doigt tire l'attaque façonnée pour une perforation brutale. Sentant un danger écrasant, l'énorme ours réagit, voulant dévorer le problème avant qu'il n'arrive. La redoutable colonne d'anéantissement bleu traverse l'arène à une vitesse imbattable en direction de la grande bête. L'attaque de pure énergie frappe le torse de la cible, causant des dégâts très profonds. Incapable de résister à la densité du tir, la créature s'effondre lourdement suite à un impact dévastateur. Face à la victoire, le protagoniste baisse sa garde en regardant la montagne de muscles perdre sa force et tomber en arrière. Le géant bascule lourdement, tombant lourdement dans la poussière, totalement vaincu avec un trou béant dans la poitrine. Émerveillé par la fin de la crise, la fille soupire en remarquant l'évolution flagrante de ce pouvoir destructeur fraîchement né. Dans ce moment de calme, la notification électronique du système interrompt l'épreuve en convoquant une évacuation générale et immédiate. Prise totalement au dépourvu par cette coupure soudaine, l'étudiante réagit pendant que Kazuki assimile la fin du jeu. En repassant en revue les gains perdus, le mage évalue le risque élevé d'être recalé de la promotion scolaire à cause des règles strictes de l'examen. En revenant calmement sur ses pas, il considère que sacrifier quelques points était acceptable en échange de ses vies épargnées. Ensuite, les agents et instructeurs de sauvetage encerclent la bête abattue, essayant de comprendre ce désastre incroyable. Incrédule devant le corps de l'irrégulier, l'équipe répète, stupéfaite, le fait scandaleux que le pire élève a évité la catastrophe. Complètement rongé de jalousie par ce garçon irrespectueux, l'éducateur arrogant remet en question une fraude évidente dans le processus d'élimination. Reprenant son collègue peureux à lunettes, l'instructeur chauve ironise sur l'habitude de toujours douter des capacités des étudiants. Ignorant la pique sévère, l'un des hommes croise les bras en demandant une position officielle sur le score. L'éducateur expérimenté souligne sèchement que, d'après les images, le garçon a éliminé le mutant sans aucune valeur au classement. Cependant, en se retournant, l'examinateur loue le caractère noble de l'étudiant d'avoir choisi de sauver ses partenaires et suggère une prime de compensation. Avec cette décision d'exception impensable lancée en l'air, son collègue sourit joyeusement, anticipant le monumental revirement au conseil. Avec l'incroyable score bonus validé, le duo se promène comme les grandes célébrités de l'année, exhibant leur promotion officielle tant rêvée vers la classe B. En voyant les données réjouissantes sur le tableau, sa partenaire ne cache pas son expression excitée face à un tel revirement dans leur destin, autrefois pourri. Célébrant ce gain de prestige et de ressources, ils exhibent un plateau succulent dans la cantine raffinée de la haute société. Savourant sa vie renouvelée, Shindo ne perd pas de temps pour engloutir la nourriture qui pouvait à peine s'offrir quelques jours auparavant. La fille rit affectueusement en remarquant la précipitation affamée avec laquelle le garçon dévorait des morceaux généreux de son repas chaud. Silencieux face à cette bonne blague, il se souvient des décennies douloureuses de son futur précédent, sacrifiant les sorties au restaurant pour financer sa maudite science. Cependant, cette paix méritée pendant la pause digestion est interrompue par la tape suspecte d'un géant sur son épaule. Kagami s'étouffe presque, observant avec effroi l'apparition terrifiante qui a détruit l'ambiance festive du duo modeste. En se retournant sur le banc, Kazuki analyse rapidement la posture intimidante des voyous et en déduit qu'il s'agit de l'intouchable chef de la mafia académique de la classe A. Riant de cette déduction impeccable, le roux se moque gentiment en admirant la célèbre rapidité de raisonnement logique qui a formé le récent sauveur des examens. Sans la moindre habitation, le dangereux visiteur s'affale avec eux, affirmant que ce titre n'était que partiellement correct. Inclinant le dos de manière détendue sur le dossier rembourré, l'arrogant voyou fait part de son poste souverain de chef suprême,
dans tout l'institut scolaire. Affichant un sourire menaçant, Niojin détruit enfin le menu bavardage en révélant qu'il a déjà étudié minutieusement les ralentis de leurs exploits. Toujours aussi arrogant, Niojin admet que les résultats du duo n'étaient pas mauvais du tout. Mâchant tranquillement sa nourriture, Kazuki se contente de remercier pour ce prétendu compliment. Sur ce, le roux pointe son couteau vers Kagami, demandant si le mage compte continuer à rester collé à la fille. Intrigué, le protagoniste veut tout de suite savoir où le veau veut en venir avec cette conversation. Sans perdre sa contenance, le chef de la classe a reconnu les compétences des autres, tout en garantissant que leur chance va bientôt s'épuiser. En fixant sa proie, l'antagoniste rappelle que le nouveau venu vient d'arriver dans la classe B et suggère d'éliminer les risques de rétrogradation. Rapidement, le garçon comprend que tout ce discours n'est rien d'autre qu'une tentative agressive de recrutement. Montrant un intérêt nul pour la proposition, le nouveau demande directement quelles seraient les conséquences d'un refus. D'un ton sombre et menaçant, le vétéran promet d'écraser son adversaire sans aucune pitié. Fatigué de ce bavardage inutile, le stratège pousse un lourd soupir en repoussant sa chaise pour se lever de table. Tenant déjà son plateau, il assure n'avoir aucune intention d'exposer les combines sales de la faction et demande juste qu'on le laisse en paix. Tournant le dos pour s'en aller, le jeune homme s'arrête soudainement, se rappelant qu'il a oublié de mentionner un détail important. Kazuki se souvient de ce qui a été dit sur le fait d'arriver en classe B et souligne que le sommet est encore très loin d'être atteint. Sans comprendre où le nouveau veut en venir avec ça, le chef du conglomérat concentre son attention en attendant la suite. Débordant de confiance, le protagoniste annonce son plan de grimper jusqu'à atteindre la classe d'élite si convoitée de ce veau. Trouvant cette audace très comique, Niojin lâche un rire moqueur qui résonne sur la table. Appuyé sur son siège, le vétéran juge Kazuki comme un très mauvais subordonné, tout en garantissant qu'il ferait au moins un excellent divertissement. Ignorant les provocations, le protagoniste reprend son chemin tout en étant interpellé à haute voix par l'antagoniste. Le chef lui lance un regard mortel, prévenant que désormais le nouveau ne pourra plus revenir sur ses paroles. Sans accorder la moindre importance à cette menace, le duo s'éloigne, laissant la table derrière eux en direction de la sortie. Une atmosphère tendue domine la cantine vide, pendant que les membres de la faction entourent leur chef en attendant ses ordres. Dérangés par l'audace du nouveau, les sbires demandent comment ils doivent agir après un tel manque de respect. Immédiatement, le roux ordonne sèchement au petit groupe de se taire. Débordant d'irritation, le veau interdit à ses subordonnés d'essayer de lui donner des conseils en utilisant des cerveaux aussi pathétiques. Terrifié par la colère du chef, le sbire s'incline rapidement en s'excusant dans un désespoir total. En croisant les bras, l'antagoniste conclut avoir trouvé la proie parfaite, considérant qu'en finir trop vite avec ça serait très ennuyeux. En entendant des bruits de pas arriver dans la pièce, il se réjouit de ce moment parfaitement chronométré. Échafaudant un sale plan, le vétéran décide de jeter cette nouvelle arrivante directement contre sa nouvelle cible. Plus tard, une fois dans la salle de classe, Kazuki marche entre les bureaux, accompagné de sa coéquipière. Kagami respire, soulagé, à sa place, pendant qu'elle prépare ses affaires pour la prochaine étape de la journée. En regardant sa partenaire, assise à côté de lui, Kazuki remarque la fatigue évidente sur son visage. La fille avoue que les matières sont beaucoup trop avancées par rapport à ce qu'ils apprenaient dans leur ancienne classe, ce qui rend tout très épuisant. Elle remarque la tranquillité de son ami, qui assure pouvoir bien gérer le nouveau niveau des cours. Près de là, une élève curieuse regarde discrètement dans leur direction pour essayer de confirmer l'identité du nouveau venu. Les commères de la classe chuchotent sur la promotion étrange du garçon, trouvant extrêmement suspect que quelqu'un venu du fond du gouffre monte soudainement. Remarquant le malaise de Kagami face à ces rumeurs malveillantes, le stratège lui demande d'ignorer les provocations des autres. Il garantit que continuer à présenter de bons résultats fera naturellement changer l'opinion de ces gens avec le temps. À ce moment, une agitation bruyante résonne dans le couloir, attirant immédiatement l'attention du duo. Le protagoniste fixe son regard sur l'entrée, attendant de voir l'origine de toute cette soudaine confusion. La porte s'ouvre pour révéler Himekawa Izam, l'élève la plus forte et numéro 1 de toute l'académie supérieure. Immédiatement, le garçon la reconnaît comme le génie qui n'a jamais perdu sa place au sommet et qui, à l'avenir, deviendra la mage suprême du monde. Surpris par cette visite illustre, il essaie de comprendre la véritable raison pour laquelle cette légende vivante se trouve dans leur modeste salle. En marchant dans la pièce, Izam annonce aux autres élèves qu'elle cherche une personne précise ici à l'intérieur. En essayant de fouiller dans sa mémoire, elle semble confuse et admet avoir complètement oublié le nom de sa cible. Abandonnant ses recherches, la mage conclut que ce voyage était inutile, puisqu'elle n'a trouvé personne qui ait l'air un minimum fort sur son chemin. Déçue par cet environnement ordinaire, la vétéran marche vers la sortie en affirmant qu'elle n'aurait même pas dû venir vérifier. Prenant les devants,
Kazuki s'approche dans le couloir en s'excusant pour cette interruption inattendue. La fille s'arrête net et reporte son attention derrière elle. Avec beaucoup de calme, le garçon demande si l'élève qu'elle cherchait ne serait pas lui, par hasard. Izam observe le garçon de la tête aux pieds, dans un silence profond et de façon extrêmement évaluative. En se grattant la tête, elle finit par admettre que cela pourrait bien être le nom qui lui avait échappé. Elle se dirige vers le protagoniste, admettant que cela facilite grandement les choses puisqu'elle s'intéresse également à lui. S'arrêtant juste devant le nouveau, la mage suprême le provoque ouvertement en duel officiel. Face à ce défi, le garçon a pleinement conscience du futur où elle dominera tout le monde magique sans aucune difficulté. Enthousiasmé par cette opportunité incroyable, il serre les poings, impatient de tester les limites de ses techniques d'ajustement contre la numéro 1. Soudain, une agitation inhabituelle s'empare du couloir, poussant les curieux à s'écarter précipitamment. Débordant d'autorité, le deuxième meilleur élève de l'école et président du conseil des étudiants apparaît, les bras croisés. Les élèves alentours sont sous le choc, tentant de comprendre pourquoi un second membre de l'élite s'aventure à un étage aussi bas. Ajustant ses lunettes avec élégance, le président exige des explications directes sur la présence de Izam en dehors de sa zone autorisée. Pointant le doigt vers Kazuki, la jeune fille ment instantanément, affirmant que c'est le nouveau qui a insisté pour l'affronter en duel. Adoptant son ton bureaucratique, le président avertit que les duels sont autorisés dans l'arène, à condition que les deux parties donnent leur accord formel. Pour Sojiro, voir le bas de l'échelle défier le sommet absolu de la chaîne alimentaire est un spectacle plutôt fascinant. À la surprise générale, Nyo-jin pénètre dans le couloir, dégageant une aura sombre et félicitant le courage de ce prétendant si motivé. Le roux manipule la conversation, ironisant sur le fait que la plus grande génie de l'académie devrait au moins accepter le petit jeu de ce novice. Connaissant la mauvaise réputation du leader des clans, le président s'interroge sur ses intentions réelles pendant que le tyran joue les innocents. Complètement lassé par ce bavardage, Izam conclut que la seule façon d'avoir la paix est d'accepter l'affrontement une bonne fois pour toutes. Sans montrer le moindre enthousiasme, la jeune fille soupire, souhaitant régler cela rapidement pour pouvoir enfin aller se reposer. Saisissant l'occasion parfaite, Nio affiche un sourire sournois, déclarant l'accord conclu et exigeant la validation officielle du président. Peu de temps après, tout le groupe se déplace vers l'immense arène d'entraînement en plein air de l'académie. Suivant le déroulement étrange de l'événement, Kagami confie à l'antagoniste qu'elle ne comprend toujours pas comment ils en sont arrivés là. Aux côtés du protagoniste, Sojiro remarque qu'au début, il pensait que le garçon était simplement intimidé par les deux vétérans. Curieux de l'attitude imperturbable du nouveau, le président questionne le motif réel de cette provocation imprudente contre la numéro 1. Le regard fixé sur l'immensité du terrain en terre, le stratège justifie sa décision risquée d'affronter l'élite dès le début. Prêt pour la bataille imminente, Kazuki confesse son envie de tester si sa propre technique serait efficace contre une force aussi monstrueuse. Comprenant l'ambition débordante de l'élève, le leader du conseil ajuste simplement ses lunettes, acceptant les conditions non négociables du combat. Donnant son autorisation officielle, Sojiro prévient le challenger de lutter jusqu'à épuisement. Là-dessus, le président du conseil attire l'attention de la mage numéro 1. Il l'avertit que l'arène n'est pas comme les terrains d'entraînement ordinaires, lui interdisant de tout détruire avec sa technique dévastatrice. Écoutant la recommandation, Izam regarde simplement par-dessus son épaule sans grand intérêt. Confiante, la jeune fille garantit qu'il n'est nullement nécessaire d'utiliser une puissance aussi destructrice, ici. Satisfait de cette réponse, le vétéran s'éloigne en ordonnant que le duel commence. Dans les tribunes, les curieux trouvent insensé que le nouveau soit devenu si arrogant suite à une promotion. Ils affirment que le novice n'a aucune idée de l'abîme de puissance qui le sépare de la classe A. Au milieu de la foule, Kagami observe l'arène, complètement tendue pour son partenaire. De retour sur le terrain, le juge improvisé lève la main, préparant le signal de départ. Les deux compétiteurs prennent leur posture de combat en attendant le commandement final. Puis, le bras s'abaisse et le président décrète le début officiel du duel. Sans perdre une seconde, les duellistes tirent leurs balles magiques simultanément, utilisant des configurations différentes. Au centre de l'arène, les deux énergies se percutent, provoquant un impact assourdissant. Pour la première fois de sa vie scolaire, la génie intouchable ressent la pression de l'attaque ennemie. Suite à cela, l'explosion de mana disperse de la poussière sur tout le champ de bataille. Profitant de cette ouverture, le stratège demande s'il a enfin réussi à attirer l'attention de son adversaire. Les élèves dans les gradins sont sous le choc total de voir une magie élémentaire rivaliser avec la légende de l'école. Kagami se détend un peu en remarquant que Kazuki n'a reculé pas d'un seul millimètre face au sommet de l'élite. Pendant ce temps, le protagoniste évalue que la première étape a fonctionné. Mais il sait qu'il ne doit pas baisser sa garde.
Concentré, il calcule la nécessité de porter un coup direct pour prendre le contrôle total du duel. Immédiatement, le garçon ajuste les propriétés de sa magie et lance un nouveau tir rapide. Cependant, la mage suprême esquive le projectile bleu avec une facilité déconcertante. Analysant l'esquive, Kazuki constate que la jeune fille est beaucoup trop rapide, même pour ses tirs axés sur la vitesse. Sans hésiter, le novice change de tactique et tire une large rafale de balles magiques pour couvrir toute la zone. Même encerclé, Izam glisse sur le terrain, évitant chacun des faisceaux sans le moindre effort. Réduisant la distance rapidement, la vétérane avance et assène un coup de pied puissant dans la garde croisée du nouveau. L'impact violent traîne le corps du jeune homme sur la terre, soulevant un nuage de poussière. Reprenant son équilibre, il tente de comprendre comment son adversaire a pu esquiver cette attaque massive. Analysant la situation, Kazuki confirme avec satisfaction qu'elle utilise le célèbre œil malin de la perception. Cette capacité oculaire extrêmement rare est la raison principale pour laquelle Izam est considérée comme la mage la plus forte au monde. Connaissant les astuces du futur, le garçon focalise son attention sur l'éclat mystérieux de ce regard. Ce pouvoir fonctionne en prédisant la trajectoire exacte de toute attaque en lisant l'intention et la malveillance de l'adversaire. Combinant cette lecture parfaite avec des réflexes surhumains, la génie devient pratiquement intouchable dans l'arène. Après cette démonstration pratique, la numéro 1 souligne calmement que tous les tirs ont manqué leur cible. Reprenant l'offensive, elle déclenche sa propre magie combinée à l'élément de glace. Pour se défendre, le novice invoque rapidement la variation de bouclier protecteur de sa balle basique. De l'autre côté, Izam conclut que peu importe la vitesse de l'ennemi, sa perception oculaire garantit toujours la victoire. Néanmoins, le nouveau prépare un nouveau tir, calculant qu'il lui suffit d'attaquer au millième de seconde où l'œil faillira. Lorsque la magie traverse l'air, la vétérane s'étonne de la forme et du comportement du projectile bleu. Le stratège commence à tirer des dizaines de fois, modifiant drastiquement la vitesse et la puissance de chaque impact. Voyant ce déluge, Izam réalise que le nouveau ne fait pas qu'alterner les niveaux comme un mage ordinaire. La génie comprend enfin qu'il contourne les règles en ajustant librement les propriétés de sa magie selon ses besoins. Pourtant, au milieu de ce bombardement imprévisible, son regard expert finit par trouver un schéma logique. Elle déduit que les tirs plus lents portent une force dévastatrice, tandis que les plus rapides arrivent beaucoup plus faiblement. Ainsi, la mage décide d'ignorer les attaques lentes, car elles sont trop faciles à esquiver. À cet instant, Kazuki lance une énorme sphère d'énergie perforante en direction de son adversaire. Détectant la lenteur de l'attaque, la jeune fille avance de front, laissant le faisceau passer tout droit pour réduire la distance. Passant tout près de cette puissance destructrice, elle prépare la contre-attaque décisive pour mettre fin au combat. Mais le stratège s'y attendait, sachant que la perception oculaire ne lit que l'intention ancrée dans l'offensive. Préparant son coup final, il conclut que cet œil est complètement aveugle face aux mouvements irréguliers dénués de malice. Surprenant tout le monde, ce tir lent contourne l'air et revient comme un boomerang silencieux dans le dos de la vétérane. Totalement prise au dépourvu par ce point aveugle, Izam réagit avec effroi face à cette nouvelle menace. Sans temps pour esquiver, la numéro 1 reçoit l'impact magique de plein fouet par derrière. Resté sur place, Kazuki annonce qu'il a monté tout ce piège uniquement pour ce moment précis d'inattention. Le garçon révèle qu'il a masqué son intention de contrôle à distance, prouvant la faiblesse fatale de cet œil puissant. Pointant son doigt comme une arme, le novice célèbre avoir créé l'ouverture parfaite contre le sommet de l'école. Il enchaîne avec un nouveau tir impitoyable, soulignant que prédire le futur ne sert à rien si le corps n'est pas capable d'esquiver à temps. Tombant, sans défense et paniqué, la mage tente d'invoquer une barrière de glace pour se protéger. Cependant, le protagoniste ne lui en laisse pas l'occasion et lance l'exécution finale, prévenant que sa défense était trop lente. Au millième de seconde décisif, la magie enclenchée échoue simplement et s'éteint dans la main du nouveau. Le choc se lit sur le visage du jeune homme qui tente de comprendre cette erreur absurde dans son propre système. Atterrissant intacte sur la terre, la jeune fille échappe au mat tandis que son adversaire déduit que ce n'était pas sa propre défense. Sans balle magique pour riposter, le stratège finit englouti par une attaque de glace brutale de la vétérane. Avec le novice mis KO au sol, le président clôt le combat en déclarant la victoire officielle de Izam. Frustré par ce retournement bizarre, le nouveau s'assoit sur la terre, blessé et maudissant la situation. Dans les tribunes, les curieux se moquent, pensant que le perdant a gaspillé tout son mana et s'est ridiculisé gratuitement. Entendant les offenses, le protagoniste a la certitude absolue que son énergie était loin d'être épuisée. Serrant la terre ferme, il comprend parfaitement qu'un lâche a neutralisé sa capacité depuis l'extérieur de l'arène. Rompant cette atmosphère pesante, Kagami accourt désespérément sur le champ pour vérifier l'état de Kazuki. Époussetant ses vêtements,
Le jeune homme tente de calmer son ami en garantissant ne pas avoir subi de blessures graves. À ce moment, il remarque la silhouette de Nyojin s'éloignant rapidement de la grille d'observation. À la sortie, les complices rient de la défaite du nouveau, pensant que leur chef a saboté le duel pour lui donner une leçon. Exhalant une aura assassine terrifiante, le leader de la faction intimide ses subordonnés, leur demandant s'ils croient vraiment à cette théorie stupide. Les Vauriens reculent en état de choc profond, ne comprenant pas pourquoi tant de colère suite à la chute humiliante du nouveau. Près de là, quelques élèves remarquent la présence menaçante de Nyojin et commentent, effrayés. Là-dessus, Izam s'approche du roux, voulant savoir si c'est lui qui a saboté le duel à l'instant même. Irrité par l'accusation, le leader des clans nie avoir gâché sa propre chance de voir la véritable force du novice. Recevant la confirmation, la mage suprême tourne les talons en affirmant que cela n'avait plus d'importance. S'éloignant, la jeune fille se promet à elle-même qu'elle n'oubliera jamais le nom du protagoniste. Seul sur le terrain, le tyran se gratte la tête, frustré que quelqu'un ait choisi le pire moment pour interférer. Intrigué par ce dont il a été témoin, il repasse mentalement la dernière attaque préparée par son adversaire. Montrant une excitation sombre, le roux se demande comment le combat aurait fini et conclut que Kazuki sera très intéressant à observer. Changement de décor, Kagami fête avec enthousiasme le fait d'avoir enfin réussi à résoudre un problème difficile. Les deux élèves sont assis à une table isolée au sein de l'immense bibliothèque de l'académie. Concentré sur ses études, le stratège explique que les mécaniques magiques possèdent des principes de base communs derrière tout cela. Il révèle que ses connaissances ne sont pas dans les manuels scolaires, car il a lu la majorité des articles académiques de ce domaine. Totalement choqué par cette révélation, la jeune fille ne croit pas que son partenaire ait étudié à un niveau aussi démentiel. Reprenant une posture humble, le jeune homme ment en disant qu'il s'agit juste d'un passe-temps et qu'il n'a pas besoin de tant se concentrer pour réussir l'examen. Soulagé, l'élève remercie infiniment pour l'aide, admettant que le test demanderait des choses que la classe n'a jamais apprises. Enthousiasmée par les progrès, elle affirme être confiante, assurée de ne pas avoir une note éliminatoire à l'examen. Pourtant, le protagoniste rappelle qu'un échec signifie une expulsion immédiate, donc ils s'entraîneront jusqu'à ce que la réussite soit garantie. Soudain, un élève passe discrètement derrière la table en murmurant une excuse préparée. D'un mouvement volontaire, le marginal incline son gobelet de café ouvert pour tout renverser sur les cahiers. Cependant, Kazuki réagit en une fraction de seconde et saisit fermement le gobelet avant que le liquide ne tombe. Sans perdre son calme, le stratège prévient sur un ton sérieux concernant le règlement du lieu. Il rappelle aux vétérans que les boissons sans couvercle sont strictement interdites dans la bibliothèque. Effrayé par les réflexes du nouveau, le garçon s'excuse en bégayant et part rapidement. Observant le suspect fuir, Kagami demande, sans comprendre, ce qui vient de se passer ici. Le garçon explique qu'il a intercepté le gobelet, car le vétéran attendait depuis un moment le moment parfait pour renverser la boisson. Comprenant la situation, la jeune fille conclut immédiatement qu'il s'agissait d'un membre des clans essayant de gâcher leurs études. Pour le protagoniste, utiliser une tactique aussi pathétique prouve que la faction n'a pas le pouvoir de frauder directement les épreuves écrites. À la fin de la journée, le duo s'en va en marchant sous le soleil couchant, tandis que le nouveau tente de ne pas trop penser au problème. Une fois hors du bâtiment, la partenaire remercie énormément pour le temps consacré à ses études. Tranquille, Kazuki garantit que ce n'était aucunement une gêne, puisque le processus a servi de supervision pour lui également. Impressionné, le protagoniste clarifie que la force physique ne suffit pas, car il a besoin de notes académiques élevées pour monter de classe. En pensée, le voyageur du temps admet, en suant à grosses gouttes, qu'il a simplement étudié l'équivalent d'une vie entière en plus. Reprenant la marche, la jeune fille demande si l'objectif principal de son ami est d'atteindre la classe A. Le garçon confirme, révélant que devenir diplômé de l'élite absolue est le prérequis de base pour son véritable objectif. Curieuse de l'ambition de son partenaire, l'élève de classe inférieure s'arrête dans la cour et demande quel serait ce grand but. Fixant l'horizon avec détermination, le mage révèle son rêve d'entrer à l'université Tonjo. Kagami est sous le choc, se rappelant qu'il s'agit tout simplement de l'institution académique la plus prestigieuse de tout le Japon. Serrant le poing, Kazuki explique qu'il veut transformer sa technique d'ajustement en quelque chose que n'importe qui puisse utiliser. Inquiète, la partenaire avertit que la société a des racines profondes consistant à juger les gens uniquement par leur magie innée. Connaissant la dure réalité, le garçon garantit que le sens commun du monde changera quand la technique se répandra. Enthousiaste, il prévoit la création d'une nouvelle ère où le manque de dons pourra être surmonté par le pur effort. Malgré sa confiance, l'élève de classe inférieure baisse la tête, se rappelant que cette théorie magique est vue comme une hérésie. Le stratège est d'accord, sachant que sans influence,
sa recherche sera rejetée comme de l'occultisme par les professeurs. Ainsi, il comprend qu'il doit construire une autorité académique indéniable pour obliger le monde à l'écouter. Serrant la main avec fureur, le protagoniste promet de détruire cet air pourri qu'il a humilié dans le passé par manque de talent. Reprenant une posture légère, il affirme vouloir garantir qu'aucun autre mage sans don naturel n'ait besoin de renoncer à son propre futur. Touchée par la noblesse de son partenaire, la jeune fille baisse les yeux, admettant qu'il est une personne incroyable. En contrepartie, Kagami confesse maladroitement qu'elle n'a aucun grand objectif de vie à part essayer d'obtenir son diplôme. Faisant quelques pas en avant, l'élève de classe inférieure s'éloigne un peu, profitant de la brise de fin d'après-midi. Se retournant avec une expression douce, elle révèle son désir de pouvoir regarder le passé sans aucun regret. La jeune fille complète, en voulant juste être fière d'elle-même, même en pensant que c'est un objectif trop petit. Marchant juste derrière, Kazuki est immédiatement en désaccord et fait l'éloge de la pureté de l'objectif de son ami. Loin de là, Nyojin se repose, affalé sur un canapé extravagant à l'intérieur de sa cachette personnelle. Devant lui, le vétéran du gobelet de café baisse la tête, rapportant qu'il a exécuté le plan à la bibliothèque. Sans montrer de surprise, le roi de l'académie ironise la situation, sachant déjà que son subordonné a échoué dans sa mission. Le marginal tente de se justifier en tremblant de peur devant le chef impitoyable. Se levant brusquement du canapé, le roux ordonne à son laquais d'arrêter d'agir avec autant de peur pour rien. Marchant en direction de sa proie avec une aura pesante, Nio demande s'il a déjà frappé quelqu'un qui suivait les ordres. Suant à grosses gouttes, l'homme de main tente d'être d'accord avec le leader dans l'espoir d'échapper à la punition physique. Cependant, l'antagoniste saisit le visage du garçon avec une force écrasante, lui arrachant un cri de douleur à l'instant même. Pressant la tête du laquais contre la table, le leader avertit que la punition est due au fait qu'il a tenté de cacher son échec. Relâchant le garçon, le tyran révèle qu'il n'a jamais espéré qu'un petit tour d'enfant comme celui-là fonctionne. Fixant la fenêtre du club, l'antagoniste déclare que cette attaque à la bibliothèque n'était qu'un appât. Exhalant une pure malice, le roux garantit qu'il va d'abord écraser les partenaires du nouveau, visant une cible différente. Quelques jours plus tard, le redouté moment des épreuves écrites arrive enfin pour les élèves de l'école. Face à sa feuille, Kagami entre dans un désespoir total, ne comprenant pas comment la situation a pu en arriver là. Tremblant sur sa chaise, la fille de la classe donna la certitude absolue qu'elle sera expulsée. Au fond de la salle silencieuse, l'horloge continue de battre impitoyablement tandis que le temps s'écoule. Analysant sa montre, le professeur clôt officiellement l'évaluation et ordonne à tous de lâcher les stylos. Relaxé à sa table, Kazuki croise les bras, trouvant que toute cette ambiance tendue s'est terminée de manière bien anticlimatique. Le stratège confesse qu'il a passé toute l'épreuve en alerte maximale, attendant un sabotage agressif des vétérans. Tapotant la pile de copies sur la table, l'éducateur prévient que les activités de la journée sont terminées. Soudain, un élève de la classe lève la main pour attirer l'attention de l'instructeur de façon urgente. Ajustant ses lunettes, le professeur se tourne en demandant quel est le problème cette fois-ci. Brisant le silence de la classe, le garçon exige à haute voix que les tiroirs de la table de Kagami soient fouillés immédiatement. Avec l'accusation en l'air, l'élève pointe Kagami en affirmant l'avoir vu tricher pendant l'épreuve. Assis juste derrière, Kazuki comprend parfaitement ce qui est en train de se passer ici. Le stratège conclut que la faction des clans visait son ami depuis le début de l'examen. Là-dessus, une autre camarade de classe se lève la main et confirme avoir vu la même chose. Juste après, deux autres garçons entrent dans la danse, en garantissant avoir également été témoins de la fraude. Totalement prise au dépourvu par le piège, la fille de la classe donne entre en panique. Analysant la situation, le protagoniste réalise qu'il est très facile pour les vétérans de planter de fausses preuves et de manipuler la classe. Sans donner de répit, la première accusatrice demande si la nouvelle ne cachait pas quelque chose sous la table. Désespéré, l'élève de classe inférieure se lève brusquement de sa chaise, niant toute triche. Pourtant, le mouvement brusque fait tomber un morceau de papier directement du tiroir de son bureau. Choquée, elle reconnaît instantanément qu'il s'agit d'une feuille de réponse complète. Tremblante, la jeune fille jure à elle-même qu'elle n'a jamais rien eu de tel gardé ici. Observant la scène, le professeur demande sérieusement si l'élève a quelque chose à dire sur le matériel trouvé. Face à la preuve forgée au sol, Kagami désespère, sachant qu'elle sera formellement accusée si l'instructeur ramasse le papier. Pour avoir le cœur net, l'éducateur prévient qu'il va inspecter son bureau personnellement et commence à marcher dans le couloir. Paralysée, la fille de la classe réalise qu'elle sera sommairement expulsée si rien ne change.
De l'autre côté, son partenaire analyse le danger et comprend qu'il doit faire disparaître cette feuille de triche immédiatement. Préparant sa main, il ajuste sa balle magique pour qu'elle soit petite, silencieuse et beaucoup trop rapide pour que quiconque puisse la voir. D'un mouvement discret sous la table, le jeune homme tire le faisceau bleu directement sur la cible. Sans attirer l'attention, le mage a confiance que l'attaque rapide a parfaitement pris soin de la preuve forgée. Entendant un léger bruit, la partenaire se retourne, cherchant le soutien de son ami. Arrivé au bureau, le professeur Chauve fouille tout et annonce ne rien avoir trouvé d'absolument suspect. Révolté par la disparition du papier, l'accusatrice principale tape sur la table en criant que c'est impossible. Gardant une posture sévère, l'éducateur réprimande la vétérane en rappelant que les accusations sans preuve ne sont pas tolérées. Soulagé par cette issue, Kagami se sent encore mal que tant de personnes la considèrent comme suspecte. Pour clore le sujet, l'instructeur prévient que toute fraude apparaîtra lors de la correction finale des notes. Ensuite, il convoque l'élève de classe inférieure pour se présenter au bureau de discipline plus tard. Sans autre choix, elle fait signe positivement, acceptant l'ordre du supérieur. Peu après, la sonnerie de la pause retentit, mais l'ambiance tendue dans la salle de classe reste pesante contre la nouvelle. Au fond de la classe, un vétéran commence à se moquer en disant que la classe 2 est vraiment remplie d'idiots. Les curieux continuent d'attaquer, rappelant que la triche engendre l'expulsion et que la fille a jeté sa propre chance à la poubelle. Ils suggèrent qu'elle devrait abandonner l'école immédiatement, blessant profondément l'élève. Voyant le massacre psychologique, Kazuki comprend que la mise en scène a échappé à tout contrôle, puisque des élèves normaux se méfient aussi d'elle. Il conclut que même sans expulsion directe, la pression mentale de l'environnement scolaire rendra impossible le maintien de Kagami. Incommodé par cette injustice absurde, le stratège se lève de sa chaise en grinçant des dents. Le voyageur du temps murmure pour lui-même que cette attitude élitiste de l'école est tout simplement répugnante. Sans perdre de temps, il tourne le dos et sort de la salle d'un pas ferme. Perdu dans la confusion, la partenaire appelle le nom du mage sans comprendre ce qu'il va faire. Ignorant les couloirs bondés, le nouveau marche droit vers la cachette du leader des clans. D'un mouvement agressif, le garçon ouvre grand la porte de la salle, attirant l'attention du groupe ennemi. Face à la faction, il entre dans la pièce, prêt à exiger des explications. Assis comme un roi sur son fauteuil, Nyojin sourit, disant qu'il attendait déjà la visite du novice. Sur un ton ironique, le roux commente avoir entendu que l'ambiance était lourde dans la salle de classe à cause d'une tricheuse idiote. Furieux face à cette effronterie, le protagoniste avertit que monter une telle fraude était un coup très bas. Avec un petit rire ironique, le leader réplique en qualifiant les propos du nouveau d'accusations infondées. Le vétéran provoque en demandant si le novice traite vraiment les témoins honnêtes de menteurs. Gardant un calme froid, le mage convient qu'il faut beaucoup de courage pour exposer une fraude. Pourtant, le jeune homme rétorque qu'entendre cela de la bouche du leader d'un système de triche est le comble de l'hypocrisie, ce qui surprend le rival. Coupant court à l'amusement de son ennemi, Kazuki exige de savoir si la faction a une quelconque preuve réelle contre la camarade accusée. Reprenant le contrôle, le roi de l'académie sourit, confirmant que le nouveau n'a pas non plus de preuves pour la défendre. Sans pitié, le tyran conseille à l'intruse de commencer à faire ses adieux à sa partenaire inférieure. Se levant du fauteuil, le roux décrète qu'être expulsé et n'avoir que l'enseignement fondamental dans cette société, c'est comme mourir. Baissant le regard, le stratège rétorque que les riches privilégiés ne savent rien de la douleur d'être jetés par le monde. Dans l'esprit de Kazuki, la terreur d'être battu à mort dans sa vie passée ressurgit avec force. Fixant le leader avec une haine assassine, le voyageur du temps avertit son rival de ne plus jamais croiser son chemin. Amusé par cette menace osée, Nyojin claque des doigts en affichant un sourire sadique. Libérant son aura pesante, le roi de l'académie met le nouveau au défi de résoudre cela sur le champ, par la bagarre. Tournant le dos, le mage prévient qu'il ne se battra pas pour éviter sa propre expulsion, mais promet vengeance pour son ami. Pointant le doigt vers l'arrière, il grave le fait que l'antagoniste regrettera amèrement d'avoir fait de lui un ennemi. Plus tard, de retour en salle de classe, le professeur Chauve termine le tour et congédie les élèves. Avant de sortir, l'éducateur appelle le nom de Kagami à haute voix pour que toute la classe entende. L'homme prévient que l'enquête officielle sur la fraude va commencer et ordonne à l'élève de le suivre jusqu'au bureau disciplinaire. Totalement vaincue par la situation, la jeune fille baisse la tête, acceptant l'ordre de l'instructeur. En passant devant les tables, elle entend les curieuses chuchoter que c'est la fin pour ceux qui ne connaissent pas leur place. Brisant le silence, Kazuki lève la main soudainement, demandant au professeur d'attendre un instant. S'arrêtant à la porte, l'homme demande ce que le nouveau veut au milieu de cette confusion. Appuyant les mains sur la table avec fermeté,
Le protagoniste annonce qu'il a une proposition officielle à faire maintenant. Prise au dépourvu, la partenaire tourne le visage, confuse par l'attitude soudaine de son ami. Face à toute la salle, le mage rappelle à tous que personne n'a trouvé aucune preuve physique de la prétendue triche. Le professeur est d'accord, mais renforce que l'absence de preuves ne l'innocente pas automatiquement, c'est pourquoi l'enquête est nécessaire. Coupant l'éducateur, Kazuki surprend en affirmant qu'il soupçonne personnellement aussi Kagami d'avoir triché à l'examen. Le choc frappe l'élève de classe inférieure de plein fouet. Elle entre en panique totale face à la trahison inattendue de son seul allié. Développant cette théorie absurde, le jeune homme suggère que la preuve a disparu car sa camarade a dû tout détruire en utilisant une magie. Élevant le ton de la voix, le stratège propose que l'école réalise une fouille complète de ses capacités pour confirmer la théorie. Sans absolument rien comprendre, la jeune fille pleure en regardant son compagnon, tandis que les autres élèves assistent à la scène, choqués. Assemblant les pièces, Kagami réalise que c'est la balle magique de son ami qui a fait disparaître le papier, et qu'une fouille des capacités l'incriminerait. La jeune fille est choquée de comprendre que Kazuki tente d'attirer toute la suspicion sur lui-même plutôt que sur elle. Regardant sa propre table, la nouvelle comprend qu'elle n'est arrivée jusque-là que grâce à lui et décide qu'elle ne peut pas causer plus de problèmes. Là-dessus, Kagami se lève brusquement de sa chaise et attire l'attention de tous, prévenant qu'elle a réfléchi au sujet. Devant la classe, l'élève de la classe suggère que toute cette accusation de fraude n'est qu'un énorme malentendu. La vétérane qui a initié les accusations est complètement perdue face à ce retournement soudain. Juste après, d'autres élèves commencent à défendre Kagami, garantissant qu'ils étaient proches et n'ont vu aucune attitude suspecte. Acculée, l'accusatrice principale demande ce que ses propres alliés sont en train de dire. Cependant, l'une des filles réplique qu'elle n'a pas passé toutes les preuves à fixer la nouvelle et rappelle qu'aucune preuve n'a été trouvée. Ainsi, le reste de la salle tombe d'accord sur le fait que ce n'était qu'une illusion et que l'accusée ne serait jamais assez idiote pour tricher. Sans issue, la leader du complot reste paralysée, se demandant pourquoi le plan a si mal tourné. Percevant le danger, une comparse murmure à son oreille que la situation va beaucoup empirer s'ils ne font rien maintenant. Désespérée de se blanchir elle-même, la vétérane crie en appelant le professeur immédiatement. Se penchant sur la table en panique, la fille demande pardon à haute voix pour que toute la salle entende. Suant à grosses gouttes, elle invente qu'elle a touché au bureau de Kagami sans permission, juste après la fin de l'évaluation. La partenaire de Kazuki reste totalement sans réaction face à cette confession soudaine. Maintenant le mensonge. La curieuse affirme que le papier trouvé n'était qu'une note banale sans relation avec l'épreuve. L'éducateur ajuste ses lunettes, choqué par l'audace de l'élève. Faisant une scène, la vétérane pleure en disant qu'elle a eu peur de dire la vérité quand la situation a échappé à tout contrôle. Elle se courbe à nouveau, implorant pardon pour la confusion causée. Plus tard, marchant tranquillement à la sortie de l'école, le protagoniste commente qu'au final, tout s'est bien passé. Encore confuse des événements dans la salle, Kagami demande à son ami d'expliquer ce qui est réellement arrivé. La jeune fille rappelle que la preuve forgée était réellement cachée dans son tiroir. Elle comprend que les clans savaient très bien pour la mise en scène, puisqu'ils ont été eux-mêmes à planter le papier là. C'est pour cela que la nouvelle ne comprend pas le motif pour lequel tous ont commencé à la défendre de nulle part. Le stratège répond avec calme que la logique derrière cela est très simple. Il révèle que les vétérans eux-mêmes seraient grillés si l'école réalisait réellement une fouille des capacités magiques. Kazuki explique que la faction utilise des pouvoirs de télépathie pour partager les bonnes réponses entre les membres pendant les épreuves. De cette façon, une enquête magique focalisée sur elle finirait par générer une réaction en chaîne qui révélerait leur système. Le mage sourit avec satisfaction en affirmant que les ennemis n'ont pas eu d'autre choix que d'étouffer l'affaire pour se sauver eux-mêmes. Le voyageur du temps admet qu'il aperçut le piège immédiatement et savait que prouver son innocence serait presque impossible. Au lieu de se battre pour l'épreuve, son plan s'est concentré sur la clôture de l'incident sans avoir besoin d'aucune évidence. Soudain, le garçon entend un sanglot provenant de derrière et s'arrête de marcher. Se tournant, inquiet, il demande ce qui ne va pas avec son ami. Essuyant ses yeux, Kagami remercie de tout son cœur et dit que les pleurs sont de pur soulagement. Ébranlée, la jeune fille confesse qu'elle a cru fidèlement que son expulsion était déjà garantie. Le protagoniste écoute simplement, tandis que sa partenaire reconnaît qu'elle ne serait pas là sans son aide. Séchant ses larmes pour de bon, elle tente de se remettre du choc émotionnel. Avec un sourire tranquille, Kazuki demande de ne pas s'inquiéter, car il a simplement fait ce qui devait être fait. Le jeune homme garantit que le plus important de tout est de voir qu'elle est en sécurité maintenant. Ailleurs, un subordonné entre dans la salle du club et prévient qu'il a réussi à obtenir les notes des épreuves du nouveau. Le laquais s'approche
et remet la paperasse directement dans les mains de Nyojin. Lisant le document, le roi de l'académie est surpris de constater que le nouveau a obtenu la note maximale dans toutes les matières. Relaxant sur son fauteuil, le leader fait l'éloge de l'intelligence de son ennemi, même en sachant que les épreuves ont des niveaux différents. L'antagoniste conclut que la première place générale aux 2 examens donne au garçon le droit de disputer une place en classe A. Évaluons les options. Nyojin remarque qu'utiliser des sbires faibles et monter des pièges d'enfants n'a pas fonctionné contre sa cible. Jetant les papiers en l'air, le tyran décrète que la seule issue restante est d'écraser l'opposant en utilisant une force brutale. Affichant un sourire sadique, l'antagoniste délègue cette mission spéciale à un membre spécifique du groupe. L'élu est Akira Oshima, le 7e meilleur élève de l'année, convoqué spécialement car il porte le titre de tueur de balles magiques. Loin de là, Kazuki et sa partenaire discutent tranquillement dans un café de la ville. La jeune fille est émerveillée de découvrir que son ami a réellement l'intention de disputer la bataille de promotion. Le protagoniste confirme que les élèves avec les meilleures notes ont le droit d'essayer de monter en classe A. Le mage explique que pour que cela arrive, il faut gagner un duel contre le 10e classé du groupe d'élite, en échangeant de place avec lui. Grâce à sa performance impeccable, tant dans le donjon qu'aux épreuves écrites, il a rempli tous les prérequis. Enthousiaste, le stratège serre le poing, déterminé à saisir cette opportunité de monter dans le classement. Kagami se lève de sa chaise, excitée, et promet qu'elle va le soutenir de toutes ses forces. Content du soutien inconditionnel de son ami, le garçon fait signe en acceptant immédiatement. Prenant son café, il répond qu'il n'y a aucun avantage à remettre à plus tard l'affrontement et révèle qu'il va faire le défi aujourd'hui même. Au début, la jeune fille sourit simplement, assimilant la réponse de façon innocente. Pourtant, la réalité la rattrape la seconde suivante et elle pousse un cri, effrayée en voyant qu'il a déjà disparu du café. Marchant seul sur le campus, le protagoniste se dirige vers l'arène de combat de l'école. Vérifiant son téléphone, il remarque que l'horaire fixé pour le duel est sur le point de commencer. Le voyageur du temps réfléchit que la faction a tenté de détruire Kagami avant, et que la chance qu'ils essaient de saboter son combat maintenant est énorme. À cause de cela, son plan est d'agir vite et d'être promu avant que les ennemis ne réussissent à monter une quelconque interférence. Regardant l'écran de l'appareil, il vérifie les données de l'actuel 10e placé de la classe A. Le profil officiel montre que l'adversaire s'appelle Taise Kuromada. L'opposant est un utilisateur d'armure en acier, focalisé sur la défense absolue en échange d'une faible mobilité. Analysant froidement, le mage conclut que le gars est juste une version améliorée du tyran qu'il a vaincu le premier jour. Le garçon sait que des attaques normales ne feraient même pas de chatouille. Il ne reste que l'utilisation d'un tir à force maximale. Rangeant son téléphone, il reconnaît que ce sera un obstacle problématique, quelque chose qui était déjà attendu dans le groupe d'élite. Sans reculer, le nouveau avance avec un regard ferme, déterminé à ne pas perdre plus de temps. Entrant dans le couloir de l'arène de duel, Kazuki tombe nez à nez avec le tueur de balles magiques qui l'attendait. Le protagoniste est confus, puisque selon les règles, seuls ceux impliqués dans la bataille devraient avoir accès à ce lieu. Gardant sa garde haute, le mage balance au visage de l'inconnu que seuls les 2 combattants officiels peuvent être là. Avec une posture polie, Akira sourit et confirme la règle, révélant qu'il est le véritable adversaire de ce combat. Comprenant la situation immédiatement, le nouveau ne se montre pas surpris. Akira fait l'éloge de la rapidité de raisonnement du nouveau. Le vétéran se présente formellement comme le 7e meilleur élève de l'année scolaire. Pourtant, il révèle sur un ton ironique que depuis 10 minutes, il est passé à la 10e position. Gardant le calme, Kazuki conclut que son opposant a perdu exprès pour être rétrogradé. Le voyageur du temps réalise que la faction a abusé des règles de l'école pour placer leurs meilleurs combattants sur son chemin. Le mage commente qu'affronter le tueur de balles magiques lui-même prouve à quel point l'élite est désespérée de l'écraser. Le nouveau 10e placé garantit qu'il ne considère pas le nouveau comme un malchanceux d'avoir sa promotion bloquée. Intrigué, il questionne pourquoi le novice a refusé l'invitation des clans en sachant que cela arriverait. Sans se laisser abattre, le protagoniste retourne à la question, voulant connaître l'opinion de l'adversaire sur sa propre faction. Méditant un peu, Akira admet que l'organisation n'est pas juste, mais qu'il la considère encore assez attrayante. Rétorquant, le stratège demande s'il pense vraiment que garantir sa sécurité en suivant quelqu'un d'autre est suffisant. Avec confiance, le mage souligne que leurs valeurs à tous les deux sont complètement différentes. Kazuki répond à la question précédente en affirmant que son grand rêve ne serait jamais atteint en suivant les clans. Étant né seulement avec la magie la plus faible, il sait qu'avoir de bonnes notes ne sera pas suffisant pour son objectif. Le protagoniste reconnaît que le système de la faction est super pour garantir des notes acceptables à tous les membres. Cependant,
Le mage a besoin de notes extrêmement parfaites pour compenser son grand désavantage naturel. Focalisé sur son objectif, il déclare que rejoindre les vétérans n'apporterait aucun bénéfice réel. Se grattant la tête, l'adversaire confesse ne pas comprendre quel genre de rêve vaut la peine de courir un tel risque d'expulsion. De façon directe, Kazuki coupe le sujet, en prévenant qu'il ne demande la compréhension de personne. Là-dessus, le système de l'arène annonce officiellement le début de la bataille de promotion. Entrant en position de combat, Akira affirme qu'il déteste les risques et préfère vivre en sécurité en cherchant des résultats raisonnables. Avec un regard sombre, le vétéran prévient que tout ce qui arrivera ici sera la faute des choix du nouveau lui-même. Débordant de confiance, le novice garantit qu'il ne gardera aucune rancœur, puisqu'il sortira d'ici comme le grand vainqueur. Le combat commence officiellement avec les deux lutteurs prêts dans l'arène. Sans perdre une seconde, le mage tire une rafale rapide pour ne pas donner de temps à son ennemi de monter sa défense. Cependant, les attaques entrent en collision contre une barrière verdâtre qui protège parfaitement la cible. Intacte, l'opposant se moque en demandant si le novice pensait que sa défense serait faible au début du combat. Akira exhibe sa protection complète et se vante qu'aucun tir basique ne peut l'atteindre. Face à cette démonstration de puissance, le 10e classé demande que le novice accepte une bonne fois pour toute la dure réalité. Le vétéran répète froidement au voyageur du temps de ne pas le blâmer pour l'issue de cette bataille. Dans les tribunes de la grande arène, quelques élèves suivent le duel décisif. Les mains jointes, Kagami assiste au combat, extrêmement inquiète du désavantage de son partenaire. À ce moment, d'autres étudiants dans la foule sont choqués en remarquant l'arrivée de deux figures célèbres. Une fille aux cheveux platine et un garçon à lunettes marchent calmement vers les sièges. L'élève à lunettes commente, surpris, que c'est la première fois que sa compagne s'intéresse au combat d'une autre personne. Indifférente, la spectatrice répond de façon vague qu'il n'y a pas de motif spécial pour être ici. Le garçon accepte la réponse évasive de sa collègue sans questionner davantage. En vérité, elle veut juste voir comment un élève limité va gérer le tueur de balles magiques. S'asseyant confortablement, l'étudiant d'élite se prépare à suivre le spectacle. Dans l'arène, le protagoniste analyse la barrière et réalise qu'il s'agit d'une capacité de défense automatique. Le mage reconnaît à voix haute que créer des boucliers de façon autonome est un pouvoir extrêmement pratique. Cherchant une ouverture, il tire divers tirs simultanés dans des directions différentes pour contourner la barrière. Pourtant, le vétéran prévient que disperser les attaques est inutile contre sa défense automatique avancée. Voyant que la tactique de dispersion a échoué, Kazuki invoque un pistolet d'énergie dans sa main. Tenant une arme verte, l'opposant annonce que c'est maintenant à son tour d'attaquer. Kazuki moule sa magie en forme de bouclier, sachant qu'affronter de front serait inutile. Il ajuste l'angle de protection pour dévier les projectiles ennemis plutôt que d'absorber l'impact total. Profitant de la distraction des déviations, le voyageur du temps court pour réduire la distance entre eux. Dans les tribunes, Kagami célèbre l'approche, sachant que maintenant, son ami peut se focaliser sur la puissance. Assez proche, le stratège tire un tir massif projeté spécifiquement pour la perforation. L'impact génère une grande explosion d'énergie bleue directement contre la cible. Cependant, le tueur de balles magiques révèle tranquillement qu'il a activé sa barrière manuelle renforcée. L'épée mûre défend l'attaque létale sans subir aucune égratignure. La partenaire du nouveau entre en choc en voyant que le tir le plus fort a été complètement inutile. Avec ironie, le vétéran demande si le garçon pensait vraiment qu'il suffisait de traverser la première défense pour gagner. Reconnaissant la force de son opposant, Akira décide de maintenir la distance et renforce sa protection avec de multiples couches. Sans abandonner, le mage glisse sur le sol et tire contre le sol pour faire ricocher la balle. Observant le projectile s'approcher, le 10e classé marche sur le côté en affirmant que l'attaque est beaucoup trop lente. D'un simple pas, l'élève d'élite esquive la magie sans même avoir besoin d'actionner ses barrières. La spectatrice platine remarque la véritable intention de l'attaque esquivée et anticipe le coup. Pourtant, le tir qui revenait par le dos de l'opposant entre en collision contre la défense passive et échoue. Le nouveau grogne, frustré de voir que sa tactique surprise a aussi été annulée avec facilité. Protégé, le vétéran révèle qu'il s'attendait déjà à cela après avoir assisté au combat précédent du nouveau et mémorisé ses astuces. Il explique que son bouclier automatique réagit même aux offensives que ses propres yeux ne peuvent pas suivre. À cause de cette capacité absolue, l'ennemi garantit que les attaques furtives ne fonctionneront jamais. Gardant le focus, le protagoniste utilise sa technique d'ajustement pour altérer les propriétés de sa magie rapidement. Il tire un rayon dense d'énergie bleue qui va droit à la rencontre de la barrière principale de l'adversaire.
Avec une extrême force brute, l'attaque fracasse les couches défensives, surprenant le 10e placé. Kagami vibre de joie dans les tribunes, en voyant que son ami a enfin brisé la défense inébranlable. Le tir atteint la poitrine du vétéran de plein fouet, poussant son corps légèrement vers l'arrière. Pourtant, Akira baisse simplement la tête, confus, et commente qu'il a pris une légère frayeur. Nettoyant la poussière de ses vêtements sans aucune blessure, il révèle qu'il possède aussi une capacité passive de résistance magique. Fixant le nouveau essoufflé, l'adversaire demande s'il a enfin compris la différence écrasante entre eux. L'élève d'élite grave le fait que même si les balles percent les boucliers, elles ne causeront pas assez de dommages pour la victoire. Le spectateur vétéran est choqué de voir le déroulement de la scène dans les tribunes. Dans l'arène, l'adversaire admet qu'il ne s'attendait pas à autant de force de la part d'un mage utilisant uniquement de la magie basique. Akira conclut que le nouveau serait une grande menace s'il avait plus d'une capacité dans son arsenal. Empoignant son arme, l'élève d'élite garantit qu'il a 99% de chances de gagner si le rythme de la bataille continue ainsi. Même confiant dans la victoire, il fait un pas en arrière, en affirmant qu'il ne peut baisser la garde à aucun moment. Ainsi, le 10e classé décide de maintenir une distance sécurisée et de se focaliser sur l'épuisement du nouveau jusqu'à la fin du combat. Focalisé sur sa cible, le vétéran reconnaît que son opposant est à un autre niveau. C'est pourquoi il décide de garantir un triomphe sûr et sans faille. Pendant ce temps, Kazuki se défend d'un déluge d'attaques, sentant l'intense pression du combat. Assistant à la lutte, Kagami est affligé de remarquer son partenaire se faire pousser vers l'arrière par la force implacable du tueur de balles magiques. Elle serre les mains avec force contre sa poitrine et souhaite silencieusement que son ami ne soit pas vaincu. Recevant les coups, le voyageur du temps comprend rapidement la stratégie de l'ennemi pour empêcher tout type d'approche. Le stratège réfléchit qu'un mage orgueilleux serait déjà complètement désespéré d'être à égalité avec quelqu'un de basse classe. Sachant qu'il ne peut pas percer la défense de loin, le garçon réalise qu'il perdra par épuisement s'il continue de reculer. Là-dessus, le protagoniste décide d'utiliser son grand atout ici même pour briser la garde inébranlable de l'adversaire. Préparant la contre-attaque immédiate, Kazuki concentre une grande quantité d'énergie au bout de ses doigts. Sans perdre une seule seconde, le novice tire un tir mystérieux en utilisant le style invisible. Surpris par l'absence soudaine de lumière et de traces du coup, Akira ne comprend pas l'action. Focalisé sur l'investissement, le mage maintient seulement sa posture offensive, visant parfaitement la cible. Choqué, le 10e classé remarque que la balle d'énergie a simplement disparu au milieu de l'air. À l'instant suivant, un impact violent atteint l'épaule du vétéran, le rejetant légèrement vers l'arrière. Tenant la blessure pulsante, il tente de raisonner s'il a réellement été atteint par l'attaque basique du nouveau. Kazuki révèle tranquillement qu'il a utilisé sa technique d'ajustement pour rendre son pouvoir totalement imperceptible. Expliquant que la capacité est devenue littérale, le protagoniste initie une séquence brutale de tirs fantômes. Voyant la posture de l'opposant changer, le tueur de balles magiques se prépare à la prochaine onde d'impacts imminent. Rapidement, l'élève d'élite lève sa barrière manuelle, confiant qu'il peut bloquer n'importe quoi en déduisant la trajectoire. Pourtant, un nouveau dommage explosif atteint son autre épaule, sans que le bouclier ne serve à rien contre l'investissement. Complètement désespéré, le vétéran entre en panique, questionnant le motif pour lequel sa défense parfaite est en train d'échouer. Observant sa propre barrière intacte devant ses yeux, il remarque que les tirs n'ont même pas tenté de briser les couches de protection. La réalité rattrape vite l'opposant, réalisant avec effroi que les tirs traversent les boucliers librement comme s'ils n'existaient pas. Sans réussir à gérer la pression écrasante, Akira est renversé au sol avec une extrême agressivité. Se levant avec beaucoup de difficulté, le vétéran constate que son bouclier automatique est inutile contre ces sorts qui ignorent la matière. Préparant le dernier mouvement de la dispute, le voyageur du temps pointe ses doigts étirés comme s'il était un pistolet enclenché. Acculant l'ennemi courbé, le mage se moque en disant que son adversaire n'a pas réussi à annuler sa magie au bout du compte. Focalisé sur la victoire absolue, le garçon utilise le titre même de l'étudiant d'élite contre lui pour prouver qu'il domine l'arène. Pressant le bout de son doigt sur le front de sa cible, le stratège remarque que créer des défenses est inutile à bout portant. Le nouveau garantit que même les résistances passives ne tiendront pas la force brute d'un dommage direct sans amortissement. Juste après, un tir massif configuré seulement pour une perforation maximale atteint la poitrine du 10e classé de plein fouet. Souffrant de la douleur insupportable dans son corps, le vaincu roule violemment sur le sol froid du champ de bataille. Après avoir glissé sur le sol, le tueur de balles magiques s'écroule finalement, inconscient, de la fumée montant de ses vêtements.
À ce moment, le système de l'arène confirme la victoire écrasante du protagoniste et officialise sa promotion au sommet du classement. Dans les tribunes bondées, les étudiants restent dans un silence absolu, peinant à croire à la chute de quelqu'un d'aussi fort. Regardant le rival tomber et vaincu, Kazuki murmure un rapide et sec pardon. Le voyageur du temps réaffirme pour lui-même qu'échouer dès le début de son ascension n'a jamais été une option acceptable. Le tumulte recommence entre les élèves, qui crient, étourdis, tentant de comprendre la mécanique de ces tirs impossibles. Pendant ce temps, le spectateur d'élite évalue la technique récemment montrée avec curiosité, trouvant la stratégie assez intéressante. Analysant les détails de la lutte terminée, le garçon fait l'éloge de la génialité derrière un tour aussi bien élaboré et exécuté. Froide, l'étudiante à côté de lui révèle que le nouveau n'a jamais tiré quelque chose qui était de fait invisible. La fille déduit que les boucliers auraient réagi instinctivement si les tirs n'étaient qu'une illusion visuelle de camouflage. Se rappelant le fonctionnement de la barrière d'Akira, elle détaille que l'activation n'arrive que lorsqu'une menace envahit la zone de danger. Écoutant sa collègue attentive, le spectateur vétéran comprend que la magie basique de Kazuki a ignoré complètement les capteurs de protection. Sans plus d'intérêt à prolonger le sujet, la fille se lève de son siège et prévient sèchement qu'elle s'en va. Décidé à suivre la même routine, le compagnon ajuste sa posture en annonçant qu'il retournera aussi à ses occupations. Avant de disparaître, les deux fixent le vainqueur dans l'arène, acceptant le fait qu'ils auront un nouveau camarade de classe à partir de demain. Avec une attente sinistre, l'étudiant murmure qu'il est impatient de tester les capacités du protagoniste dans le nouvel environnement. Plus tard, près des trottoirs du dortoir étudiant, le duo d'amis se retrouve pour discuter des batailles de la journée. Débordant d'une joie contagieuse, Kagami célèbre, euphorique, le succès de son partenaire qui intègre maintenant le sommet de la hiérarchie scolaire. Observant le visuel renouvelé du garçon, l'ami commente avec sincérité à quel point la cravate de la nouvelle classe lui allait bien. Ressentant un peu de honte face au compliment soudain, le mage se gratte le visage en détournant le regard tout en confirmant son opinion. Profitant du calme du moment, Kazuki remercie profondément le soutien inébranlable qu'il a reçu durant toute l'épreuve. Le garçon reconnaît humblement que sa montée de classe n'aurait pas été aussi tranquille sans l'encouragement constant de sa collègue. Déconcertée par les paroles, l'étudiante balance les mains, niant le mérite, et affirme qu'elle est la grande débitrice de la relation. Se rappelant du jour où elle a été sauvée d'une correction injuste, Kagami expose tout le soulagement qu'elle a ressenti en acceptant l'aide de son héros. Même en sachant qu'ils seront séparés par les murs sociaux de l'école, elle promet de tout son cœur qu'elle continuera à le soutenir tous les jours. Touché par la loyauté de son ami, le stratège rétribue l'affection en remerciant encore une fois de façon gentille. Mais il change rapidement de ton, alertant que la faction ennemie ne doit plus la poursuivre, exigeant d'être prévenu si quelque chose de mal arrive. Rougissant face à la posture protectrice du jeune homme, l'élève baisse la tête, exprimant son infinie gratitude pour l'amitié conquise. Réunissant sa détermination juste après, elle garantit au voyageur du temps qu'elle réussit à se débrouiller pour être bien toute seule. La jeune fille déclare avec fermeté que dorénavant, elle planifie de s'efforcer en utilisant sa propre force pour surmonter les défis quotidiens. Motivée par l'influence du mage, son objectif principal devient de conclure les études à l'académie avec honneur et fierté. Étant pleinement d'accord avec le sentiment, Kazuki propose que les deux continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes indépendamment de la distance. Scellant le nouvel engagement de dédicace mutuelle, les deux amis échangent une poignée de mains forte et enthousiaste. Le jour suivant, le nouveau marche seul, de façon confiante, dans les couloirs supérieurs en direction du territoire inexploré. Arrêté à la porte de sa nouvelle classe, le protagoniste rappelle rapidement qu'il n'a jamais mis les pieds dans ce lieu dans sa vie passée. Aussitôt qu'il pousse l'entrée lourde, il prend un petit choc en entendant une voix connue l'aborder soudainement. Appuyé contre le mur avec les bras croisés, Niyojin attendait son rival avec le clair objectif de donner les pires bienvenus possibles. Fixant le nouvel arrivant, Niyojin prend soin de présenter le lieu en affirmant qu'il s'agit de la salle d'honneur spéciaux de l'élite. Le leader des clans commente que le nouveau a eu une superbe synchronie en étant promu, juste maintenant, ce qui rend le protagoniste curieux. Direct au point, le rival prévient que le groupe principal réalisera un examen spécial dès le lendemain. Le vétéran avance de façon intimidante et révèle que l'épreuve servira à sélectionner les représentants officiels de l'académie. Là-dessus, le voyageur du temps évalue la gravité de la situation et comprend que l'affrontement direct entre eux est enfin arrivé. Avec un regard agressif, Niyojin garantit qu'il prendra lui-même le soin d'écraser le nouveau.